messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision. Bienvenue dans le cadre de 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous accompagne tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h. Mafia dans le sérail, sexe, scandale, abus d'autorité, manipulation et tripatouillage. Les secrets d'État sont dehors depuis des semaines et les réseaux sociaux effectivement s'enflamment. La panique gagne bien évidemment des camps et des décisions semblent justement se dessiner. Des noms des pontes du régime sont évoqués effectivement. Que se passe-t-il aujourd'hui à Yaoundé? La justice pourra-t-elle se saisir de l'affaire des audios téléphoniques qui ont cours en ce moment sur la toile et qui sont largement partagés sur les réseaux sociaux? Qui en sont véritablement les commanditaires? Les personnes incriminées aujourd'hui justent-elles d'éventuelles immunités en tant que fils du Cameroun ou en tant qu'encore ponte du régime? Qui les protégerait aujourd'hui? Comment va-t-on justement la République sur Internet? Madame, Monsieur, allez bien évidemment en savoir un peu plus. Ça bouge énormément sur Internet. Et comment comprendre ces scandales à répétition? Comment comprendre ces sorties qui n'honorent pas l'image des Camerounais, mais surtout des pontes du régime en même temps, ou encore même des hauts commis de l'État qui sont cités dans ces affaires qui commencent à faire grand bruit aujourd'hui? La justice camerounaise pourra-t-elle se prononcer? Si oui, comment, quand et qui en sont véritablement les commanditaires? On le sait aussi, le Mali bouge. Exactement, Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus président du Mali. Il a fait entendre sa voix justement cette nuit, autour de minuit, à travers la télévision nationale, l'ORTM, le ex-président, justement, le désormais ex-président du Mali, qui n'a fait que 7 ans à la tête de l'État, désormais ne le sera plus. Il vient de déposer les armes, et ceci encadré par une foule du pays qui a décidé justement qu'il se met de côté, et l'armée également a écouté la voix du peuple malien, et Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus président. La question justement, c'est de savoir quel est l'avenir du Mali aujourd'hui et quel sera l'avenir du Mali dans les jours à venir, après bien sûr les nombreuses condamnations de la communauté dite entre guillemets internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, qui se sont très vite prononcés sur cette question. On parle aujourd'hui d'un coup d'État au Mali. Est-ce que ce n'est pas les Maliens eux-mêmes qui ont demandé à revenir à un rituel important pour le pays, repenser l'État malien, repenser la politique malienne, repositionner the right man at the right place dans ce pays véritablement? Madame, Messieurs, c'est des sujets qui nous passionnent et qui font bien sûr le tour de la toile depuis un petit moment, depuis pratiquement 24 heures. Mais au-delà de ça, on en parlera avec vous dans cette émission de ces sujets. Charles-Amène Batou, Karine Santia, Jean-Paul Chouniat et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir, comme c'est le cas. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Michel Ngatou, bonjour à tout le plateau et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui vous a parlé justement ces 24 heures dans l'actualité nationale, voire internationale? L'actualité internationale, évidemment, c'est ce qui se passe au Mali, avec ce coup d'État. Pour la première fois dans un coup d'État, on voit que c'est la victime qui officialise le coup d'État, à savoir celui qui a été renversé. Mais il a quand même été, on va dire justement que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été pendant des mois, depuis le 5 juin dernier, mis quand même en difficulté par le mouvement du M5 qui n'a pas démérité, va-t-on dire aujourd'hui. C'est-à-dire que le mouvement qui a été géré par l'imam Diko et qui a poussé finalement le président à rendre son tablier. En tout cas, l'opposition malienne, la société civile, pour résumer et dire le peuple malien croyant en certaines aspirations légitimes, et peut-être c'est pour ça que l'armée a joué le jeu. Mais d'après les sources, c'est le limogeage d'un haut gradé de l'armée qui a déclenché cette mutinerie. Et donc, finalement, on a quand même aussi suivi hier certains Maliens qui disaient que le peuple, quand un gouvernement ne peut pas donner l'eau, les moyens éducatifs, garantir un certain nombre de besoins, satisfaire un certain nombre de besoins de la population, le peuple s'assumait. Donc pour eux, le peuple malien s'est assumé.
Très bien. On va également voir l'évolution de cette actualité au courant de la journée. Quand on sait également que le président français s'est prononcé, mais a pris la peine d'échanger avec le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, y compris Macky Sall du Sénégal sur la question, puisque eux aussi étaient à un moment donné dans ce pays en compagnie de la CEDEAO pour tenter d'avoir des voies de solutions importantes pour le Mali. Aujourd'hui, le Mali a décidé autrement. Le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Le peuple malien, à travers cette sortie et encadré par les mouvements de la société civile, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui décide de son avenir, comme c'est le cas. Et on peut comprendre que le vent est en train de souffler en ce moment dans l'Afrique en général, parce qu'il n'y a pas que le Mali, on a également de la Guinée, qu'on a créé également, qui est en mouvement dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On a notamment la Côte d'Ivoire aussi, qui est en proie à quelques violences depuis un petit moment. Finalement, les Africains arracheront-ils au moment venu leur liberté? Le feront-ils ou pas? Charles Amembachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez l'air très fâché ce matin. Ben écoutez, on vous laisse le temps de reprendre vos esprits et vous revenez justement à la réalité. Et l'essentiel sera fait avec vous tout à l'heure avec la colère, madame, monsieur. Charles Amembachou, comme à l'accoutumée, nous restituera bien sûr cette colère. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour particulièrement aux populations qui réussissent encore à survivre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Désormais, si vous avez une machette, rendez-vous tout simplement à la sous-préfecture la plus proche et faites déclarer votre machette. Si vous voulez en acheter une, allez dans la sous-préfecture la plus proche et déposez une demande d'autorisation pour vous enquérir d'une machette, hache ou encore d'un fer à béton. Sinon, de toutes les façons, le ministre de l'administration territoriale est là, il a réagi. Et parlons bien sûr du ministre de l'administration territoriale. On peut regarder cette une du quotidien, la Nouvelle Expression, qui ce matin titre, vous pouvez bien sûr le lire, les mesures surréalistes d'Atanganji. Madame, messieurs, si vous ne l'avez pas encore fait, allez rapidement vous arracher le numéro de la Nouvelle Expression qui en ce moment est dans les kiosques. Vous comprendrez ces mesures surréalistes du ministre Atanganji. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont les limites à cette sortie ou à cette décision? Madame, monsieur, Camon bouge et avec Karine tout à l'heure, on en parlera dans le cadre de 10-12, le Zénith avec vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, comme beaucoup de Camerounais, je me suis posé la question de savoir quel est l'intérêt d'une telle demande de déclaration de machette ou bien d'armes blanches. À quoi est-ce que ça rime? Lorsqu'on sait que, à plusieurs reprises ici, on a interpellé la direction du ministère de la protection civile, représentée ou bien chapeautée par monsieur le ministre, et que jusqu'ici, il ne se soit pas prononcé, et que là, comme par le plus grand des hasards, on le retrouve à demander aux populations de là-bas de déclarer leurs machettes. Est-ce que la déclaration de cette arme dite blanche pourrait effectivement résorber la crise qui sévit à cet endroit-là? C'est quoi le projet derrière cela? En tout cas, on en parlera avec vous, madame, monsieur, puisque l'actualité fait grand bruit aujourd'hui au Cameroun. Il y a des indignations d'un côté, il y a des appréciations de l'autre côté également. Comment comprendre cela? Allez, vous avez les pages 10-12 le Zénith pour ceux qui vont réagir tout à l'heure. Vous avez la page 10-12 le Zénith ou encore Equinox Télévision sur Facebook. Merci également de nous laisser vos commentaires, y compris le numéro qui à l'instant s'affiche au bas de l'écran. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, l'histoire du jour. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est âgée sensiblement de 30 ans et elle raconte qu'elle est célibataire et mère d'un enfant de 8 ans. Elle s'est séparée du père de sa fille il y a sensiblement 5 ans à cause d'incompatibilité d'humeur, et jusqu'aujourd'hui, 5 ans après, elle n'a pas pu avoir une relation stable. Elle dit « Les hommes abusent toujours de moi, d'autres viennent simplement pour se moquer de moi. Ma dernière histoire en date est celle avec un homme qui s'était séparé de son épouse. Sauf que 2 mois après que nous nous soyons mis ensemble, le monsieur me fait savoir qu'il veut récupérer sa femme. Lorsqu'elle se sépare de celui-là, avant, elle a rencontré un autre homme qui, lui, était en train de traverser une mauvaise passe et il n'avait même pas un copec pour pouvoir vivre. Elle raconte qu'avec le travail qu'elle avait à cette époque-là, elle essayait de s'occuper de lui. Elle lui donnait
de l'argent et en retour, il ne lui a jamais rien donné en tant que petite amie, même pas simplement l'argent du lait de toilette comme certaines femmes exigent. Donc aujourd'hui, elle dit qu'ils ont fait 1 an de relation où elle s'est investie de façon financière, de façon sentimentale et même physiquement dans cette relation-là sans avoir de retour. Aujourd'hui, elle pose la question à M. Mbachou. Sur le plan traditionnel, est-ce que je suis maudite? Karine, Jean-Paul, Michel, que faire? Et à cela, moi, je pose la question de savoir, c'est quoi le projet de ces femmes qui donnent l'argent aux hommes? Très bien. Donc, vous avez deux questions justement là-dessus. Donc, la première question de l'histoire, c'est sur le plan traditionnel, est-ce que la multiplication de ces échecs sentimentaux ou bien de relations sont liés à aussi. Voilà, est-ce que c'est le karma? Est-ce qu'elle a été maudite? Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas ou bien qui n'y croient pas trop, comment gérer cette situation? Très bien. Et moi, j'ajoute, c'est quoi le projet de ces femmes qui entretiennent les hommes? En leur donnant de l'argent. Oui. D'accord. Et là, c'est votre question, hein. Vous la posez cette question-là. Oui, et toutes les personnes normales devraient se poser cette question. Vous également. Il y en aura tout à l'heure avec nos téléspectateurs qui vont vous répondre. Vous posez cette question, vous? Je ne sais pas, c'est vous qui posez la question. Tout à l'heure, on va vous répondre de toutes les façons. On a les téléspectateurs, comme tous les matins qui nous regardent. Vous êtes assez nombreux, madame, monsieur. Oui. Merci de nous laisser vos commentaires. Que vous inspire l'histoire de ce matin? Comment vous l'analysez? Comment vous la percevez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-elle maudite ou pas? Est-ce qu'elle n'a pas la chance de trouver un homme dans sa vie? Qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'aujourd'hui, malgré ses tentatives à vouloir se mettre avec un homme et engager une relation sérieuse, qu'elle tombe juste des personnes de mauvaise moralité ou encore de mauvaise foi? Peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer qu'on ne se mette pas ensemble? En tout cas, tentons de mieux comprendre ça. Jean-Paul Chougnat, c'est une situation quand même assez particulière. Comment on peut expliquer qu'une femme aujourd'hui qui estime pour sa part qu'est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction qui la suivrait, l'empêchant de se mettre avec un homme véritablement? Comment vous analysez ça? Mais c'est bien qu'elle-même se pose des questions. Quand les questions viennent de la concerner, c'est bien. Il faut qu'elle cherche même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui trouvera les causes de ce désamour avec les hommes qui la côtoient. Et si vous savez que nous, après tout, nous restons africains, nous restons bantous, parfois des actes... Vous avez le virus? Non, je dis simplement qu'on ne peut pas l'ignorer. Il est bantou, vous voulez même s'il y a la modernité qui semble balayer tout d'un revers de la main, mais il y a des moments où certaines choses vous arrivent, vous vous posez la question, si vos parents n'avaient pas commis posé des actes qui vous et qu'aujourd'hui c'est vous qui payez la rétribution karmique, si vous-même vous refaites le film, parfois vous refaites tout le film de votre vie. Donc il y a des actes qui ont été posés et qui nous suivent, et parfois peut-être pas par nous-mêmes mais par nos ascendants. Donc je pense que ce qui arrive à cette dame, il faut qu'elle prenne du recul, qu'elle se remette en question, qu'elle voie elle-même qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce qui lui arrive. Donc si une femme se met avec plusieurs hommes et que ça ne marche pas, on a parfois envie de se poser la question, est-ce que le problème, ce n'est pas elle-même? Parce que, est-ce que dans ce qu'elle a raconté, elle a tout dit? Je ne suis pas sûr qu'elle a tout dit. Donc, je crois que quand quelque chose nous arrive, nous sommes d'abord en partie responsables. Donc, elle se plaint des hommes qui viennent auprès d'elle et puis s'en vont ou retournent où ils étaient. Donc, il faut qu'elle se pose les bonnes questions. Si elle ne se pose pas les bonnes questions, elle ne trouvera pas des débuts de réponse parce que la première solution viendra d'elle-même pour se libérer de cette situation. Alors, c'est une réalité quand même parce que dans nos rues aujourd'hui, enfin, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans ce pays, comme dans plusieurs pays du monde, il y a des femmes qui se retrouvent seules et qui cherchent justement d'avoir simplement une oreille, une écoute, quelqu'un qui soit attentionné. Est-ce qu'à un moment donné, on a le sentiment qu'elle peut trop attendre, elle peut trop attendre au point de trop en donner et le peu qu'elle reçoit, elle a le sentiment de ne rien recevoir? Bon, de deux choses l'une, soit elle-même n'est pas patiente dans ses attentes. Vous savez, quand on n'est pas patient, on finit toujours par faire un mauvais choix ou on choisit toujours la mauvaise personne. Donc, si elle n'est pas patiente,
il est donc évident qu'elle n'est pas patiente, elle se précipite, il est évident qu'elle fasse aussi des mauvais choix. Si, dans son attitude, elle ne se reproche de rien. Donc, certainement des erreurs d'appréciation la poussent à commettre ces erreurs. Donc, s'il faille qu'une femme se pose la question de savoir pourquoi je suis seule, pourquoi je n'ai pas une oreille attentive, donc, quand vous êtes déjà dans cet état-là et que vous tenez à tout prix à avoir une oreille attentive, j'ai bien peur que vous tombez sur une oreille sourde. Et donc, votre situation ne change pas véritablement. Donc vous évacuez justement la thèse d'une malédiction qui la suivrait. Je n'évacue pas parce que je ne peux pas lire dans une boule de cristal pour savoir si son cas c'est la malédiction. Donc je préfère rester sur des faits empiriques, à savoir que il faut qu'elle prenne beaucoup de circonspection, beaucoup de patience dans le choix ou dans l'appréciation, dans le choix de ses compagnons. Donc, vous savez que c'est un domaine, si vous faites un mauvais choix, parce qu'il y a beaucoup, généralement ils font des choix, c'est quand ils sont déjà embarqués dans la relation qu'ils commencent à voir les défauts de l'autre. Les défauts de l'autre, et après ça pousse à une rupture. Très bien. Alors qu'est-ce qui peut expliquer Karine Sontiac, une fille de 30 ans avec un enfant de 8 ans, ça suppose qu'elle a fait cet enfant à 22 ans, et qu'elle aille d'homme en homme, mais qu'elle ne trouve pas du bonheur. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que sa gêne soit assez grande aujourd'hui à l'entendre expliquer et parler de son histoire? Elle se gêne pourquoi? Ne devrait-elle pas se gêner? Pourquoi? Elle a besoin d'une vie, elle veut un homme, elle veut être dans un foyer. Depuis là, elle est morte. Moi, je ne sais pas pourquoi elle se plaint. Elle a un enfant. Son centre d'intérêt principal devrait d'abord être son enfant, parce qu'elle peut trouver un homme qui lui plaît à elle, mais qui ne sera pas un bon père d'abord pour son enfant. La priorité de toute femme qui est mère, avant d'être femme mariée, c'est d'abord son enfant. Donc, elle pose mal les problèmes. Je pense qu'elle met trop son bonheur devant et ne pense pas à ce que son fils peut ressentir face à un père. Depuis qu'elle a parlé, là, elle ne vous a pas dit que mon fils de 8 ans, parfois, quand il voit même ces messieurs-là, il n'est pas d'accord, ou un d'entre eux, il n'aime pas et tout. Et elle n'a pas parlé de son enfant. Elle dit juste qu'elle a un enfant. Soit elle éloigne son fils de ces personnes-là, c'est-à-dire qu'il vit peut-être avec la maman et autres, soit elle veut d'abord arranger les relations, qu'elles soient solides avant de présenter à son fils. Sauf que elle ne nous parle pas de son fils en tant que centre d'intérêt. Et ça me gêne un peu. L'échec des relations amoureuses arrive à tout le monde. Je vous dis à tout le monde. Si vous saviez combien de femmes ont été déçues avant de trouver le mari, vous allez penser que elles étaient peut-être des belles de nuit. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes que dès qu'elles entrent dans la vie amoureuse, elles trouvent leur mari et puis ça marche bien et ils continuent leur vie. Il y a des gens que pour avoir quelque chose, ils doivent trimer. Et c'est peut-être son cas. Elle ne doit pas être dépressive juste parce que Paul, Pierre et Jean n'ont pas décidé de l'épouser. Vraiment pas du tout. Elle a 30 ans, elle a toute sa vie devant elle, elle a déjà l'enfant, donc elle prouve qu'elle peut faire des enfants. Si elle en veut, qu'elle en fasse. Mais maintenant, je pense que son problème, c'est d'être mariée. Et je le dis aussi, il y a des femmes qui, lorsqu'elles arrivent peut-être à la trentaine, elles commencent à dire que c'est fini pour moi. Si je ne suis pas encore mariée à 30 ans et que je suis même déjà maman, quel homme pourra encore m'accepter? Quel homme pourra encore accepter de m'épouser? C'est faux! Elle dit c'est une analyse fausse qui est biaisée parce que ça ne s'explique pas. Les gens qui sont plus vieilles que vous sont mariés de commencer à faire des enfants. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez catégoriser votre vie en disant que j'ai déjà 30 ans. Vraiment? Elle a même eu la chance de faire un enfant avant. Il y en a qui arrivent à la ménopause sans avoir pensé à faire des enfants. Donc je pense que son centre d'intérêt n'est pas le bon. Son centre d'intérêt n'est pas le bon. Et c'est pourquoi elle va de déception en déception. Parce qu'elle n'a jamais pu mettre sur la table ses premières priorités. Et lorsque je parle de ça aussi, je veux dire qu'il y a des situations de rupture amoureuse, généralement quand on ne pose pas les bonnes questions, lorsqu'on veut se mettre en couple avec quelqu'un. Quand elle se met en couple avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qui? Un père, une oreille, un enfant, elle veut un mari, elle veut un ami, elle veut quelqu'un avec qui elle va vivre pour longtemps, elle veut quelqu'un avec
qui quelqu'un qui pourra d'abord accepter son enfant à elle? Voilà les questions qu'on se pose si elle veut tout lorsqu'on ça? veut. Parce qu'il y en a qui veulent tout ça. Si elle veut tout ça, il y aura une chose qui va faire qu'elle ne veut plus. C'est ça le problème. Peut-être qu'elle veut tout à la fois. Oui, mais là, dans l'histoire, elle ne dit pas c'est elle qui quitte les hommes, hein, que ce sont les hommes qui la quittent finalement. C'est pour ça que je dis que c'est quand quelqu'un vient vers vous avec un certain nombre de comportements, c'est à fonction de ce que vous voulez que vous l'acceptez. Et quand vous l'acceptez, après vous pouvez découvrir que ce qu'il vous a présenté était faux et vous partez. C'est pour ça que je dis que elle ne se pose pas les bonnes questions quand elle veut se mettre en couple. Quel genre d'homme elle veut? Maintenant, il peut partir parce qu'à un moment donné, il trouve que vous n'êtes même pas assez bien pour elle, il part. Ça peut justifier justement l'éloignement de l'homme. Donc, on écarte aussi la thèse de la malédiction. D'accord. La malédiction, c'est quelque chose qu'on commence à évoquer lorsqu'on trouve que c'est l'autre qui est la cause de notre problème. Mais vous savez qu'il y a plein de filles dans les églises aujourd'hui qui vont dans les églises chercher le mariage. C'est la malédiction qui fait qu'elle va à l'église. Mais il y en a qui tellement sont dans les églises parce qu'ils estiment qu'en allant à l'église, on peut trouver le mariage là-bas. La malédiction, là, c'est ça qui fait qu'on va à l'église. Il y en a qui détectent et qui se disent qu'elles sont maudites, qu'elles n'ont pas la chance. Elles se disent, qu'est-ce qui prouve qu'elles ont été maudites? Mais vous savez qu'il y a des vendeurs d'illusions, Karine Santia, qui peuvent tout vous dire. Bon, si elle veut être illusionniste par rapport à l'histoire de ce matin, si elle veut être illusionniste, qu'elle aille à l'église. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle interroge son problème de manière rationnelle. Quel genre d'homme je veux? Quel genre d'homme est-ce que j'ai côtoyé jusqu'ici? Pour essayer de trouver le juste milieu. Parce que tout le monde ne sera pas 100% bon. Il y aura toujours un petit truc sur quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez obligé de rester dans la relation seulement pour telle chose. Très bien. C'est ça le problème. Et maintenant, puisque ce sont les hommes qui la quittent, mais qu'elle arrête de penser que c'est l'homme qui sera le centre d'intérêt de sa vie et son mari viendra si elle veut vraiment le mari. Maintenant, c'est pas obligé. Elle a quand même 30 ans. Elle n'est pas obligée de se marier. Elle n'est pas obligée de se marier. Elle a quand même 30 ans. Vous trouvez qu'elle est vieille? Non. Vous ne dites pas qu'elle n'est pas obligée. Je dis qu'elle n'est pas obligée de se marier. Si c'est une chrétienne qui vous dit il faut que je me marie pour assurer la pérennité. Mais qu'elle se marie alors avec le premier venu? Qu'est-ce le mariage, non? Qu'elle se marie avec le premier venu? Pourquoi les autres quittent? Pourquoi les autres quittent? Si, je vous dis, l'automatisme dans la vie, ce n'est pas de trouver le mari. Parce que vous pouvez trouver un mari qui va vous tuer. Ok. Donc, l'essentiel, ce n'est pas qu'elle trouve un mari. Est-ce qu'elle a déjà pu réussir à savoir ce que son fils sera demain? Non. Même si on ne peut pas savoir ce que quelqu'un sera demain, est-ce qu'elle réussit déjà à l'avoir? Il faut moins se tracer, il faut moins se penser. Justement, il faut penser. Il faut penser. C'est son fils sa priorité. Tout le monde ne va pas entrer dans sa vie et dire que, ok, je veux être avec toi et découvrir qu'elle a un enfant qui a peut-être déjà 8 ans. Lui, il n'a même pas d'enfant et accepter cet enfant-là. Charles Amène Batou, l'histoire de ce matin est assez difficile quand même. Et tout à l'heure, je faisais la mention de ce qu'il y a plein de nos sœurs qui se retrouvent aujourd'hui dans les chapelles, sans les vouer aux gémonies d'ailleurs, mais qui estiment que c'est parce qu'on ira là-bas prier qu'on nous trouvera un mari. Parce que longtemps on a entendu le mari n'est pas venu. Mais ça ne peut pas être le cas de cette fille également, qui se plaint et qui estime être qui se demande s'il n'est pas maudite. Monsieur Michel Ngachou. Charles Amel. Vraiment, je suis parfois dépassé quand j'entends ce qu'on dit là. Vraiment. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne vous ai pas prononcé. Je suis dépassé. C'est moi qui parlais. Parce que, monsieur Michel Ngachou, quand on dit qu'on ne comprend pas que la femme donne l'argent à l'homme, que ça a commencé comment? C'est la question. D'accord. Monsieur Michel Mais je Ngachou, vous retrouve là. monsieur Michel Ngachou, Vous encouragez les gigolos? Permettez. Écoutez, c'est Oui. vous qui mettez des expressions. Allons-y, Charles Amel. Monsieur Michel Ngachou, je n'ai pas d'argent pour sortir, tu vas me donner. Si tu c'est ton devoir, être gigolo. c'est une obligation de me donner. Vous Tu es êtes mon un- Non, épouse. permettez. Tu es mon épouse. Je pense que quand vous parlez, celui qui vous adore vous regarde. Et je ne suis pas sûr que c'est ce que vous faites, il vous regarde. La femme est là pour compléter son mari. De quoi monsieur parle Michel Ngachou. l'auteur? Pour compléter son mari. Le gars, c'est fini, je ne suis pas là, tu payes. C'était son gars. Tu payes C'est le son gaz. show. Je ne suis pas, tu payes le gaz. Si je suis là, je n'ai même pas, tu payes. Ça, c'est important. Il faut que les femmes comprennent que l'histoire dit que ton argent, c'est ton argent. Ton argent appartient à la femme. Comme tu dis que je suis ton mari, ça m'appartient. Ça m'appartient. Parce que ça, il faudrait que les femmes comprennent. On a l'impression, à un moment donné, que il ne faut pas verser dans la... C'est pas une dictature de savoir que la femme se lève le matin et dit, chérie, oui, je sais, à te voir, je sens que ta semaine est un peu dure. J'avais un peu mes économies. Voilà ça, je mets. Mais quand tu auras remboursement. Mais c'est tout à fait normal. Je termine par là pour dire, la femme qui est pressée de ce mariage, de ce mari, qui veut le mariage, à tous les prix finit par arracher le mari de sa de mère. quelqu'un.
Le mari de sa mère. La femme qui est pressée de se marier finit par arranger le mari de sa mère. Nous avons une jeune fille qui évolue dans un principe occidentalisé. Le principe occidentalisé, c'est que la jeune fille peint son mari. Il doit être géant comme Econ. Il doit avoir les tablettes comme Ronaldo. Il doit travailler à la banque. Il doit travailler à la banque. Il ne doit pas avoir une grosse tête. Il ne doit pas... La jeune fille peint, chez les occidentalisés, la jeune fille peint son gars. Vraiment, je ne veux pas un gars qui bavarde trop. Vraiment, je ne veux pas un gars qui fait des arts martiaux. Je ne veux pas un gars qui boit. Je ne veux pas un gars... Voilà comment elle grandit. Elle peint son gars. Quand elle arrive à 25, un gars arrive. Il boit un peu de... Ah, Seigneur, je te dis, je ne veux pas un gars qui boit. Mon frère, tu es en train de boire, toi et moi, ça ne peut pas marcher. Elle commence à éliminer par rapport à ses rêves. Or que la jeune fille, Bantou, elle demande plutôt à ses ancêtres de lui donner un homme qu'elle va supporter. Voilà l'idéal du mariage. Le mariage repose sur l'acceptation et le fait de supporter l'autre. J'ai un mari qui ne parle pas. Parfois, on me tape même ici. Je ne sais même pas comment est l'homme là. Ah, c'est l'homme que Dieu m'a donné. J'accepte. Je supporte. Je supporte. J'attends que... C'est ça le principe. Vous êtes dans la violence. Je ne suis pas dans la violence. C'est le fait de supporter. J'ai un mari qui gueule. Vous avez des femmes, monsieur Michel Ngachou, qui ne supportent, qui ont des maris gueulards. Le type, comme on dit, il t'insulte, tu cherches où tu vas te cacher. Vous avez des maris pareils. Vous avez des maris violents. Mais vous vous demandez comment la femme fait pour rester. Ce n'est pas que le gars est mauvais, mais c'est son seul défaut qu'elle apprend à supporter. Or, les occidentalisés se refusent de supporter. Comme vous dites justement, dans une relation, il faut apprendre à faire des concessions. C'est des concessions. On ne vit que des concessions. Il y a cet autre aspect. Vous avez des gars, et là j'interpelle les garçons parmi nous sur le plateau et d'autres garçons. Vous avez des gars qui, quand ils regardent une fille, disent que là je tape seulement, je fuis. Il dit je ne regarde pas, je m'en vais, je tape, je fuis. Oui. Lorsque vous allez vers cette jeune fille, vous allez avec l'intention. Ni d'amour, ni de... Vous avez cultivé, vous savez que non, ici là, il ne perd pas le temps. Pendant la fusion du sexuel, vous pensez en disant que tu crois que je suis là pour l'amour, dire bébé, je t'aime. Vous pensez. Vous lui transmettez ça, c'est une malchance que vous lui transmettez, elle n'avait pas perdre de temps. Dès qu'il finit, il fuit. Le deuxième arrive, trouve cet état d'esprit à la fille. Il commence, il fuit. Vous avez des filles qui ne vivent que ça. Vous avez des gens qui, parce qu'ils sont avec une fille et la fille n'amène la chance, il va bloquer la fille. Il va bloquer la fille en disant que, comme elle m'amène la chance, plus aucun homme ne va regarder cette fille. Et il ne l'épouse pas. Vous avez des hommes qui connaissent que dans les quartiers, mon lit c'est tel. Même si je pars où, je tourne comment la fille là, ne va jamais me quitter. Et il dit même dans les bars, quand il cause avec les amis que, gardez ma part. Quand ça ne donne pas à tel endroit, je cours là-bas, n'importe comment, fais quoi. Donc vous voyez, il y a l'aspect, n'oubliez pas que l'acte sexuel, pendant que vous échangez la salive, pendant que vous posez, vous échangez un ensemble d'éléments métaphysiques que vous donnez à la jeune fille. Elle est naïve, elle se retrouve à être réceptive de la malchance que vous lui donnez. Vous avez des gens qui vont laver même la malchance sur des jeunes filles. Donc, mettons aussi cet aspect en disant, est-ce qu'elle n'a pas été victime de cela? Est-ce qu'elle n'a pas été, elle ne tombe pas sur le coup d'un homme qui est venu et a pourri sa vie comme ça en un coup? Mais justement, mais comment en sortir? Non, mais si c'est le cas, comment en sortir? Oui, pour en sortir, généralement les parents on prédispose l'enfant. Quand l'enfant vient au monde, il y a un geste que le père fait sur l'enfant. C'est avec ses crachats, l'expectoration, on mélange avec des tubes, on dit à l'enfant... Ça, c'est en pays bantou. Hein. Oui, en pays bantou. On protège l'enfant, on encadre l'enfant. Chez les autres, pour protéger, on prend des fils noirs. Vous voyez parfois des jeunes filles avec un cori qui pend, on attache, l'enfant grandit avec. C'est à un certain âge qu'on coupe. C'est pour éviter ce type d'ondes négatives, généralement, qu'on envoie sur les enfants. Mais dans le cas de cette jeune fille, elle a 4. Elle nous en a 4. À 4, véritablement, on ne peut pas dire que c'est la malchance. Encore, à 4. Ça veut dire qu'elle a moins la chance d'avoir moins des hommes. Qu'elle enlève juste ces idées préconçues qu'elle a de l'homme et qu'elle se lance dans une relation. Est-ce qu'on ne peut pas également se poser la question de savoir est-ce que le comportement de cette fille, son comportement, son attitude, parce que vous savez également que l'éducation participe de beaucoup pour la conservation justement des ménages, parce que vous savez, il y a des filles, sans encore ce matin les voix hégémoniques, qui sont très mal élevées, mal éduquées, permettez-moi, très mal élevées, très mal éduqués, qui ne savent pas parler aux gens, qui ne savent pas se comporter, qui ne savent même pas tenir. Vous réglez vos comptes là? Avec qui? Je ne sais pas trop. Non, écoutez, on est tous des hommes, on a grandi. Il y a un proverbe chinois qui dit que la femme des douces
véritablement douce que lorsqu'elle demande une faveur. Très bien. Merci, Donc, Chalamel. attention, oui, lorsqu'elle demande une faveur. Alors, c'est là où ça elle pose faut- des je voulais- je voulais justement sur la question relancée de Dominique Audrey. Est-ce qu'il y a des filles, est-ce qu'il n'y a pas des filles à un moment donné dont on peut se plaindre de l'éducation et que la mauvaise éducation qu'elles ont obtenue dans leur jeunesse ait des impacts dans leur couple, dans leur foyer, au point où ça ne tient pas? Cette mauvaise éducation est le résultat d'un père absent. Si Ben, vous il y avez... en a comme avait le père absent, Non, elle est mal monsieur, élevée, mais mal c'est- éduquée. Quand hein. je dis père absent, c'est que le père est là, mais qui ne joue pas son rôle de père. Très bien. Qui ne s'assure pas de l'éducation de sa fille. Donc, si on doit taper ces filles, comme vous dites, qui sont mal élevées, mal éduquées, c'est leur père. C'est leur père qui ont complètement raté ce que c'est que l'éducation d'une fille. Et qu'est-ce que le père doit faire? Dites-nous un peu, peut-être avant d'évoluer. Qu'est-ce que le père doit faire véritablement pour encadrer sa fille à ce niveau? Parce qu'il y a des parents qui nous regardent ce matin, qui se disent, ben d'ailleurs, ma fille Audrey a parlé, qu'est-ce que je dois faire pour rattraper sa cadette avec qui je suis à la maison? Apprenez les bonnes manières à votre fille. Apprenez à votre fille à se faire respecter. Apprenez à votre fille comment s'asseoir. Apprenez à votre fille un certain nombre de choses. C'est pas au père, ça c'est à la mère. Permettez, Chalamel. C'est pas au père, Prenez c'est à la des mère. notes. Prenez des Non, notes tout à l'heure. Non, monsieur permettez, Gadio, c'est pas le Chalamel, père qui fait ça, qui a la fille ferme tes jambes. Non, permettez, prenez des notes. Elle explique tout à l'heure, vous allez justement rebondir. Moi, j'ai un souci avec ça parce que ici, on donne l'impression qu'il y a un manuel où on dit rôle du père, dash, 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 rôle de la mère, dash, dash, Oui, dash. et- Cet enfant est le vôtre. Vous êtes les deux parents. Si la mère ne fait pas, faites. Et si là où vous ne ferez pas, la mère va venir compléter. Pendant que vous avez une fille vous avez votre jeune fille, votre jeunette, elle a sensiblement 12 ans, sa mère est à la cuisine ou bien sa mère est au marché, elle n'est pas là. Et vous, le père, vous êtes là à la maison ce jour-là, ce samedi, et vous constatez que votre fille se lève à une certaine heure. Vous n'allez pas dire à votre fille que lève-toi, va faire le ménage, va vider la poubelle parce que sa mère doit venir le faire. Si sa mère ne le sait pas, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de donner l'impression que l'éducation de la fille est exclusivement le propre de la mère. Non. Bon, du moins, D'accord, chez les bon. occidentalisés, Le père l'éducation... également doit y participer. Chez les occidentalisés, l'éducation d'un enfant est le partage des parents. Ce sont les parents qui font l'éducation des enfants. Parce que toujours dire ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ça veut dire que lorsque ça rate, ce sera la responsabilité de la mère. Pourtant, on était un père et on était là. On a passé le temps à lire les journaux et à aller boire la bière. Très bien. au Et maintenant, sur Carrefour. la question de cette fille, qu'est-ce qui peut justifier la vie qu'elle mène aujourd'hui? Ça soit disant malédiction. Comment vous comprenez ça? Je dis généralement aux gens qui m'entourent que lorsque vous vous donnez moins cher, on vous prend à crédit. Cette femme, dans toutes ses relations, a montré à ces hommes-là qu'elle était désespérée. Et ça découle du fait qu'avec le père de son enfant, avec qui elle a vécu 3 ans, ça n'a pas marché. Dans cette précédente relation dont est né son enfant, il y a eu un certain nombre d'espoirs. Il y a eu des projets. Elle a entrevu son avenir exclusivement avec le père de cet enfant-là. Conséquence, lorsque elle se sépare de lui, elle va dans les nouvelles relations en se disant, est-ce qu'il va même rester ? Il va aussi partir comme le père de mon enfant, mais je fais quand même. Est-ce qu'il va rester? Il va partir comme le père de mon enfant. Il y a tout de même... Donc, le fait de dépenser, elle a conçu, et puis ça doit s'acter dans sa vie oui, normale. parce qu'on même inconsciemment, on réagit de la sorte. Elle conçoit justement qu'il peut partir Oui, et finalement il il s'en peut va. réagir Oui, avec et des elle réagit impulses. comme ça. Vous vous dites, par exemple, vous avez une femme qui tout le temps vous dit non, mon mari est infidèle, mon mari est infidèle, mon mari est Je sais infidèle. qu'à tout moment, il Elle va lui partir. fait, dès que son téléphone sonne, elle lui fait une scène. Elle lui fait une scène comme si c'était l'amante de son mari qui était en train de lui écrire. Peut-être c'est simplement une cousine ou bien une amie comme ça. Et finalement, dans la tête du mari, ok, puisque tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas encore fait, je vais donc le faire pour que tu aies une bonne raison d'avoir cette attitude. Donc, mettre dans sa tête que ça ne va pas marcher, inconsciemment, notre corps, notre attitude, on se comporte de la sorte et on crée effectivement cet environnement-là. Quant à la question d'entretenir son petit ami, son copain, sans aucune garantie, parce que le résultat n'est plus avec le bon monsieur, qui, dès qu'il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, s'est souvenu que elle, c'était la galère, c'était la souffrance, et il n'avait plus envie de cela coltiner. Vous arrêtez ça, mesdames. L'amour ne peut pas être conditionné par ce que vous donnez à un homme. Si un homme doit vous aimer, il va vous aimer comme ça. Elle a donné de l'argent
elle a donné son corps, elle a donné son temps et son amour à cet homme en se disant que je le supporte aujourd'hui et demain il va m'épouser. C'est une erreur monumentale. Donc Les ne jamais femmes ne donner doivent de pas- l'argent à un Non, homme. Il ne vous a pas épousé, vous ne lui donnez rien. Mais vous dans la même maison quand même, non? Il n'était pas dans la même maison. Non, mais ça peut arriver qu'on Michel, soit dans la même maison. Michel. Vous ne lui donnez rien. Très bien. Vous ne Michel. donnez rien. Vous Voilà. achetez de la nourriture, vous faites à manger, il va manger. Un homme, ça se débrouille. Un homme ne reste pas et il attend que la femme va lui donner. Ça, c'est une femmelette. Bon, et que direz-vous des Indiens? Parce que en Inde, c'est le contraire. Hein. Qui fait quoi? En Qui fait Inde, c'est quoi? la femme qui fait tout et l'homme. C'est pas ce que je Non, vois. c'est pas hein. ce que nous Michel, voyons. C'est pas ce que je C'est vois. non, c'est juste une réalité. C'est pas ce que Une je réalité- vois. une réalité contextuelle. Vraiment pas ce que je Jean-Paul vois. Chounia, vous voulez réagir en quelques minutes, je vous en prends en quelques secondes. Oui, vous voyez, je suis souvent embêté parce que parfois nous disons des choses ici sur le plateau, j'ai l'impression que ça ne se rapproche pas souvent de la réalité. Parce que quand Dominique Audrey parle tel qu'elle parle, parfois c'est des filles très amoureuses. Hein. Oh, Parfois c'est des filles très amoureuses. Donc je voulais dire quoi. vous réglez vos comptes vous aussi. Non, je Allez. ne règle pas mes comptes. Je voudrais simplement dire que pour ce qui concerne la vie du couple, vous savez, on dit souvent de la bonté du cœur, la main oui. la main donne. Une femme, moi je considère que la femme n'est pas de nature méchante, mais moi je la considère comme un monstre endormi. Si vous la réveillez, elle va vous... C'est-à-dire que chaque femme, je vois en chaque femme une tigresse. Il y a des comportements dont elles sont capables que si vous provoquez l'éveil de ces comportements. C'est clair. Donc, si vous êtes avec une femme, vous savez la ménager. Et, excusez-moi, ménager une femme, c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile, c'est assez facile. Je pense que... Oui, mais attends, ce n'est pas une affaire d'esprit, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pouvez, si vous voulez que une femme fasse vos 4 volontés, il suffit de savoir la ménager, elle le fera sans rechigner. Vous pouvez lui dire d'aller puiser l'eau, n'importe où, elle le fera pour vous. Parce qu'elle sait que... Vous parlez des filles d'aujourd'hui, mais pas des filles Même d'hier. des Il faut femmes, bien comprendre, hein. c'est ça. Écoutez, monsieur Ngatou, Bah, écoutez, monsieur Ngatou, Je demande parce qu'on sait, Monsieur on Ngatou. peut les catégoriser Monsieur quand même dans une Ngatou. société comme la nôtre. Hein. Monsieur on, sait, Ngatou. on les connaît. Vous ne pouvez Monsieur pas. Ngatou, si vous-même dans votre choix, vous faites un mauvais choix, pour après constater que la femme est mal éduquée, ça veut dire que vous-même vous avez fait une erreur. Donc vous devez vous assurer que la femme que j'ai là, elle a une bonne éducation. Très bien. Oui. Merci. J'aimerais faire. Mais Non, je non, l'ai dit. non, Je non, l'ai- non, j'ai on va dit- faire la main sur la j'ai question. dit que la femme, En quand quelques je secondes. dis que la femme est un monstre endormi, ça veut dire qu'il y a des états en elle que s'il n'y a que vous pour réveiller cela. Effectivement. Sur la main, une minute seulement. Une Monsieur minute. Michel Ngachou, vous pouvez vivre avec une femme. Je connais des femmes qui ont attendu la dernière minute lorsque vous l'amenez devant monsieur le maire. Lorsqu'on dit, voulez-vous prendre monsieur Charles Amel comme époux, elle dit non. Ben, c'est ce qui Elle a laissé, non. je dis qu'elle a Remettez-vous en laissé- question, monsieur. Non, Il faut monsieur, vous remettre en monsieur, question. monsieur, Je ne vois pas pourquoi une Une femme... femme qui veut se marier, Une elle a femme veut se marié. marier, On elle accepte attend le temps, on le accepte le jour temps. où vous êtes devant le monsieur le maire, elle dit... Elle n'aurait pas dû attendre Voilà. ce moment pour pouvoir poser cette action. Je crois que chaque homme qui rencontre une femme donne son éducation. C'est une petite Sinon, vengeance qu'elle a si prise une sur vous. hein. femme, je dis une femme qui, vous rencontrez une femme lundi, elle aura reçu une éducation de son précédent, de sa précédente relation. Vous avez des hommes qui ont une liberté, ils sortent comme tu veux, entre comme tu veux, ça ne le dérange pas, ils ferment même la porte. Dans une relation, on me dit, madame, Mais ce n'est pas chez une moi, éducation. Non, c'est une éducation. Non, c'est pas une éducation. C'est une éducation. Vous lui Il y a donnez des la filles à façon- qui vous pouvez dire que sortez comme vous voulez, elle vous dit non, non, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Très bien. Quand est-ce que tu as voulu J'aimerais, réagir? pour l'histoire de ce matin, le maître mot par rapport à la personne qui a posé le problème, c'est qu'elle-même, elle se dévalorise. Trop. J'ai l'impression C'est qu'elle ne ce se... qu'on a à retenir? Oui, j'ai l'impression qu'elle ne se donne pas assez de valeur et pense que pour elle est fini juste parce qu'elle a 30 ans. Et pourtant, 30 Vous ans, pensez que c'est faire rien le du cadeau à tout. quelqu'un, c'est Vraiment. l'acheter? Non, mais Voilà. on va Non, t-shirt, ça n'a rien à voir avec ce qu'on On va- dit. on va- Ça n'a on va- rien à voir avec... Si Vous- une Elle femme elle l'a à 30 ans, entretenu si un an et une femme demi à et il ne lui a 30 rien ans donné. dit qu'elle est malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à Elle est trouver un seule. homme qu'elle Mais retient... ce que ce ça veut n'était dire pas- que- il faut ça veut pas dire que- oublier ce que ce c'est n'était pour- pas dans son C'est homme. pour ça que je dis qu'elle ne se pose pas les bonnes questions et elle Merci. se dévalorise. Merci à Elle vous. pense qu'elle n'est pas assez Merci. bien pour elle. Merci à vous, merci à vous, permettez. Oui, parce qu'elle On pense va, qu'elle n'est pas assez bien pour elle. permettez, je vous en prie. Elle entretient les hommes. Permettez, je vous en prie. Madame, monsieur, pour vous qui nous regardez justement ce matin, justement, quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette femme de 30 ans qui est désespérée? Est-elle maudite ou pas?
comment peut-elle s'en sortir? On attend, effectivement, on attend la réaction de nos téléspectateurs qui sont assez nombreux. Merci justement de nous les laisser. On les lira tout à l'heure. Je m'interroge ce jour sur la question des conflits de prérogatives existant désormais entre les différents ministères et plus particulièrement le ministère des Finances et le ministère de la décentralisation et du développement local dans ce pays, puisqu'on a l'impression que l'ensemble des prérogatives de l'un comme de l'autre se chevauchent. Qui va être devant? Qui devrait être forcément derrière? Tant il y a des textes qu'il faudrait encore retoiletter parce qu'on a fait un premier toilettage en y laissant et en incorporant des fautes. Comment comprendre ces conflits de prérogatives qui existent entre le ministère de la Forêt et de la Faune, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et le ministère des Domaines et des Affaires foncières, du cadastre et des Affaires foncières? Trop d'enchevauchements dans ces différents ministères. Que dire de l'administration territoriale, décentralisation et ministère de la ville, du développement urbain et de l'habitat, ou de l'habitat et du développement urbain? Que dire des multiples chevauchements entre le ministère de la jeunesse et le ministère des sports, ministère des arts et de la culture et ministère du tourisme? Parce que quand on parle de tourisme, on se retrouve encore dans la culture. Que dire de l'éducation de base, éducation secondaire, enseignement supérieur, enseignement professionnel? Ah, tout ça, ça finit par donner les maux de tête. Que dire du ministère de l'eau et de l'énergie, des mines et de l'industrie, sans tout oublier le ministère des PME? Pourquoi avoir éclaté tous ces ministères où on se retrouve avec ceci que une décision prise devrait être soit conjointe, soit donner lieu à des bagarres parfois qui se retrouvent sur la toile, qui se retrouvent, on va le dire, dans les médias. Que dire donc de celui qui a tout récemment éclaté entre le ministère des Finances et le ministère de la décentralisation et du développement local dans ce pays? Quel est le job description du ministère des Finances et quel est celui du ministère de la décentralisation et du développement local dans ce pays si les décisions prises par l'un vont faire entrave à l'autre? Comment comprendre cette gouvernance par embuscade qui semble régner en maître dans ce pays? Posons peut-être la question autrement. À qui incombent les prérogatives de nomination des receveurs municipaux des 360 communes d'arrondissement? Mieux, qui du ministère des Finances ou du ministre chargé des collectivités territoriales devrait nommer ces receveurs municipaux? Comment décrypter le décret du 7 juillet portant règlement général de la comptabilité publique signé par le président de la République? Un décret qui, à moult regards, semble violer une disposition de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées consacrée à la prérogative de nomination des receveurs municipaux. Comment comprendre cette contradiction établie dans le principe de certaines nominations? Savez-vous que la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées fait du ministre en charge de la décentralisation l'alpha et l'oméga des 360 communes d'arrondissement? L'article 439, alinéa 1, précise que le receveur régional et le receveur municipal auprès de la communauté urbaine sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des Finances. Ça, c'est l'alinéa 1. À l'alinéa 3, il est encore mentionné, du même code, que les receveurs municipaux, communes d'arrondissement, sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Comment comprendre que plus loin encore, ce même décret du 7 juillet portant règlement général de la comptabilité publique précise en son article 5, alinéa 5, que les comptables placés auprès des régions, des communautés urbaines et communes d'arrondissement, ainsi que leurs collaborateurs jusqu'au rang de chef de service, sont nommés par le ministre des Finances. Comment comprendre
Cette absence de relecture des textes de cette République devrait-on conclure que cette loi a été pensée pour réfléchir ou pour faire réfléchir prudent dans l'attente d'un texte réglementaire qui se trouvera entre le palais d'Etoudi et l'immeuble Étoile? N'est-on pas en droit de penser que l'alinéa 3 de l'article 439 a fait l'objet d'un ajout pernicieux par des hauts fonctionnaires lors de l'acheminement du Code général des collectivités territoriales décentralisées au Parlement? Devrait-on conclure que même les parlementaires qui ont voté cette loi n'ont pas pris la peine de parcourir véritablement la lecture, la relecture, afin de toiletter, dans tous les cas, maintenir le décret en l'état sans une modification de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées sera la preuve par mille que même sur la forme, le Parlement ne sert absolument plus à rien du tout. Merci Charlemagne Mathieu pour cette colère exprimée ce matin, mais quand même une réalité très forte, celle que vous évoquez à travers ces entremêlages, ces décisions qui peuvent poser un certain nombre de problèmes entre différents ministères au Cameroun. Jean-Paul Chouniat, est-ce qu'on peut dire ici que la constitution, justement, des textes qui régissent l'activité de chaque ministère aujourd'hui pose un réel problème, et Charles Mathieu a bien fait tout à l'heure de mentionner que certainement même les députés ou les élus justement de la nation qui y travaillent comprennent très mal ces textes avant de les appliquer? Non, moi je pense que le problème au niveau des textes, vous savez que s'il y a un problème dont on a toujours décrié dans nos différents parlements, c'est que les textes de loi arrivent, les députés n'ont pas toujours assez de temps pour prendre connaissance de ces textes de loi. Et donc, plusieurs fois, on a vu des députés se plaindre qu'ils ont reçu des textes à 3 jours de la session, à 4 jours de la session. Donc, forcément, c'est des textes qui sont mal appréciés. Quelquefois, c'est pernicieux parce qu'il y a des vices, il y a des pièges qui sont glissés. Et puis, avec aussi la qualité de nos députés qu'on a eu, de la qualité des députés qu'on a eu dans ce pays à une certaine époque, qui venaient s'asseoir au Parlement, tout ce qu'ils savaient faire, c'est soit dormir, soit applaudir. Donc, quand un texte arrive, on ne cherche pas à savoir, à étudier minutieusement les différents contours de ces textes-là. Donc, je pense que c'est là où part aussi le problème. Maintenant, avec la création des différents ministères, quand on crée un ministère comme le ministère de la faune et des forêts, le ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Vous voyez, oui, je préfère m'arrêter sur ces 2 cas. C'est pratiquement 2 ministères qui doivent se marcher sur les pieds. La protection, ministère de l'environnement et des forêts, à savoir que si un bonhomme entre dans une forêt, se met à couper sans autorisation, le ministère de la faune et des forêts va venir se présenter pour dire qu'il vous a donné l'autorisation. Dans le même temps, le ministère de l'environnement viendra dire que mais ce monsieur, il coupe cet arbre-là, il ne sait pas que c'est une menace pour l'environnement. Donc vous voyez, il y a des exemples comme ça qu'on peut citer. Ça veut dire que parfois même, et puis ça complique même la tâche souvent aux usagers. Vous avez un monsieur qui sort de son bois de forêt, peut-être il a reçu l'autorisation, et puis vous avez l'agent du ministère de l'Environnement, oui, qui vient se pointer là et dit que cette espèce est par exemple interdite, vous n'avez pas le droit. Donc je pense que la nomenclature des ministères au Cameroun aussi pose problème. On en a tellement, parce que j'ai essayé de recenser, on a une quarantaine, on a presque 42 ministères. Donc quand on a 42 ministères, je ne sais pas comment tout cela va fonctionner. Le cas typique et pathétique, c'est celui du ministère des Finances et du ministère de la décentralisation et du développement local. Vous voyez bien que le receveur municipal est un agent du ministère des Finances qui va travailler dans une commune, et le ministre de la décentralisation veut voir clair dans ses nominations. Forcément, ça crée un conflit de compétences. Et je vais même vous dire que ces receveurs municipaux, et il y a aujourd'hui des maires qui ont été dos au mur à cause de ces receveurs municipaux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent même plus que le maire. Mais moi, j'ai assisté. La preuve, justement, à Yaoundé, vous savez quoi, c'est à la mairie de Yaoundé 6. Oui. À Yaoundé 6, justement, il y a un problème pareil là-bas où le receveur municipal, pratiquement, est introuvable depuis
un certain temps, il a fallu justement qu'il y ait une grève du personnel de la mairie pour que le maire tente de trouver d'autres moyens, parce que le receveur municipal n'est pas nommé. Michel Ngachou, au-delà donc de ce conflit de compétences entre deux ministères, je vous dis les receveurs municipaux. Voilà. Je dis les receveurs municipaux sont une véritable gangrène dans les collectivités territoriales décentralisées. Ils outrepassent, je préfère le dire, s'ils respectaient le rôle qui est le leur, je pense qu'il n'y aurait pas des éclats de voix. Donc vous avez des receveurs municipaux qui tiennent carrément le maire en otage. Le maire est un élu. Je connais des maires qui ont eu de la peine ils signent un déblocage de fonds. Le receveur municipal dit qu'il n'a pas d'argent. Ouais. Il n'a pas d'argent, mais les recettes municipales entrent tous les jours. Donc vous voyez, on ne comprend pas finalement ce qui se passe. Et ces receveurs municipaux, nombre d'entre eux, quand dans une affaire, il n'a pas son pourcentage, il ne signe pas. Vous voyez, donc il y a un conflit de compétences. Peut-être qu'il faudrait que pour une bonne réussite de la décentralisation, peut-être qu'il faudrait que ce soit le ministre de la décentralisation. Je ne sais pas comment on va créer ça. On a créé une école qui va former les administrateurs. Oui, qui va former les administrateurs locaux. Peut-être qu'il faudrait revoir cette façon de faire. Mais comme c'est le ministère des Finances qui met l'argent à disposition des mairies et des collectivités territoriales décentralisées, qui doit toujours avoir son œil et ses oreilles. Comment cet argent est géré. C'est pour ça que je dis que c'est pas le cas justement dans d'autres ministères quand même. C'est pour ça que je dis que si vous avez, permettez Jean-Paul, si au niveau de ce ministère du développement local, il y a le nez du ministère des Finances, est-ce que c'est le cas dans tous les ministères du Cameroun? Non, on prend. Parce qu'il faut justement gérer les finances. Est-ce dans tous les ministères du Cameroun? La majeure partie des ministères sont comme ça. Parce que c'est des finances que l'argent part. Il a soulevé la question du bois. Il n'y a pas longtemps, on a eu ce même conflit entre l'environnement et les forêts. Toujours à propos de la question des types d'essence, qu'il faut sortir essence protégée. Non, vous n'avez pas le droit. C'est des saisies qui sont opérées, des interventions. C'est la bagarre tout le temps sur le terrain. Très bien. Donc oui, je voulais simplement dire que ce qu'on déplore dans cette affaire, c'est vrai qu'au-delà du conflit de compétences entre deux ministres, mais le comportement de certains agents du ministère des Finances dans les mairies, vraiment, ça laisse à désirer et ça bloque l'action municipale. Donc, il faudrait qu'on voie concrètement comment résoudre cette affaire. Ça éclate parce que c'est dans les mairies, c'est plus proche de nous. Il y a d'autres conflits comme ça qui éclatent. Bon, nous sommes même quelque peu éloignés de cela. Donc, les receveurs municipaux, je dis encore, ils prennent trop de zèle, trop de pouvoir et ne facilitent pas l'action au maire. Donc il faut voir comment... Une question a été posée justement ce matin par Charles Mbachou. Comment on peut comprendre l'éclatement de ces ministères, notamment prenez le cas du ministère de l'Éducation nationale qui à l'époque on l'a connu comme tel et qui est devenu aujourd'hui éclaté entre le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base et le ministère de la formation professionnelle. Ça fait 4 ministères en un. Finalement, où en sommes-nous? Madame, monsieur, parlons dans la deuxième partie de 10-12 le Zénith avec vous. Merci de nous laisser vos nombreux commentaires et vos nombreuses appréciations. L'émission se poursuit après une pause. Merci à vous, madame, monsieur. Bon retour sur les antennes Equinox Télévision à l'instant avec 10-12, le Zénith qui se poursuit. Et vous le savez, nous sommes rentrés dans la deuxième section de cette édition de ce jour. Et avec vous encore, on va tenter de mieux comprendre la colère qui est exprimée ici par Chalamel Mbachou concernant ce chevauchement existentiel dans certains ministères au Cameroun. Et nous posions la question à la fin de la première partie, selon laquelle, comment expliquer qu'aujourd'hui, un ministère comme le ministère, comme l'ancien ministère de l'Éducation nationale soit, on va dire, éclaté en 4 composantes quand même. Est-ce que l'entrepreneur en chef le fait aujourd'hui pour saluer ceux qui l'encouragent, ceux qui l'accompagnent dans ses missions régaliennes de tous les jours? Pourquoi le faire? Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire avec efficacité que le travail s'est fait bonnement au sein de ces ministères? Karine Sonti, à votre avis justement sur la colère de ce matin? Alors,
Je me suis quand même intéressée à quelques ministères. Le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère du développement local, de la décentralisation, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la décentralisation et du développement local, le ministère de l'administration territoriale, du cadastre, de l'habitat. Vous voyez que tous ces ministères-là s'intéressent au territoire. Et ça veut dire que ça intéresse à la fois l'administration, ça intéresse à la fois la décentralisation, ça intéresse aussi le cadastre, ce qui veut dire que quelque part, il y a chevauchement. Lorsque vous voyez par exemple, vous vous êtes rendu compte que lorsqu'il y a eu le pont qui s'est cassé, je pense que c'était à Marois, la ministre de l'Habitat était allée là-bas et elle avait grondé les gouverneurs et les habitants pour demander mais comment est-ce que vous faites pour que la route qui arrive dans votre quartier par exemple n'est pas bien goudronnée, vous arrangez les ponts, vous-même vous venez encore casser. Elle grondait dans cette vidéo qui avait fait le tour sur les réseaux sociaux. Et à Douala, lorsque vous voyez encore madame la ministre de l'Habitat qui fait les tours dans les villes pour visiter les travaux sur certains tronçons routiers et autres, vous vous demandez où se trouve même le ministre des Travaux publics par exemple. Où est-ce qu'il se trouve? Il y a chevauchement de responsabilités et de prérogatives. Et maintenant, il y a un autre ministère qui m'intrigue aussi beaucoup, deux ministères qui aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ont été créés. Le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la décentralisation. Il y a un qui sera forcément supérieur à l'autre. Parce que même sur l'implémentation sur le terrain, vous vous rendez compte que le ministère de l'administration territoriale s'intéresse à l'État, au territoire en lui-même. Par contre, la décentralisation, c'est les élus. Au final, c'est l'administration qui organise les élections. Vous vous êtes rendu compte que lorsqu'on faisait l'élection du maire des villes dans les régions du Cameroun, le communiqué du ministre de la décentralisation qui autorisait notamment la tenue de ces élections-là, on a critiqué, on a dit non, c'est le ministre de l'administration territoriale qui organise les élections dans les localités au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'il y a chevauchement de responsabilités. Qui organisera finalement ces élections-là dans le cadre de la décentralisation? Et il y a un autre pan qui m'a aussi beaucoup intéressé, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la promotion de la femme et de la famille. C'est deux ministères qui, pour moi, soit un seul existe, soit les deux n'existent pas. Parce que lorsque vous regardez leurs prérogatives, les deux s'intéressent aux mêmes choses et font les actions au même moment. Lorsqu'on parle de la journée mondiale de la femme, les deux ministères s'associent. Lorsqu'on parle de la journée de l'enfant africaine, les deux s'associent. Lorsqu'on parle par exemple des violences faites aux femmes ou encore des violences sur les enfants et autres, les deux ministères s'associent. Ça veut dire qu'en principe, les deux doivent mener la même action et du coup, les deux ne devraient pas exister de manière disparate. C'est un seul ministère qui devrait exister. Maintenant, il y a un autre cadre qui m'a aussi beaucoup intéressé que M. Mbachoua a évoqué ici, le ministère de l'Agriculture. Le ministère de la pêche, de l'élevage, de l'industrie animale. Vraiment, on ne parle pas de l'agriculture dans le monde. Partout, on ne parle pas de l'agriculture sans parler d'élevage. Parce que tous les produits de l'agriculture servent à l'élevage. Et tous les produits de l'élevage servent à l'agriculture. Du coup, séparer ces deux ministères, c'est comme si on voulait jouer au chat et à la souris avec deux choses qui doivent marcher ensemble. Très bien. J'aimerais bien poser la question de savoir ça, comme c'est le ministère des marchés publics. En tout cas, on n'en parlera pas. Prenons bien sûr à propos l'avis de Dominique Audrey. Comment vous comprenez cette colère exprimée ce matin, Dominique? On pourrait tous s'accorder à dire que la multiplicité de ces ministères est simplement des cadeaux, des fleurs qu'on offre de part et d'autre à ses amis. Et cette multiplicité également de ministères justifie aujourd'hui je ne sais pas si je dois dire l'inertie ou bien le manque de résultats criards de ces différents ministères. Je commence là où Karine a quasiment fini avec le MINAS et le MINPROF. Le 9 janvier 2003, on a classé le MINPROF comme faisant partie du MINAS. Pourtant, le MINAS a, disons, ses prérogatives. Lorsque vous parcourez les missions de ce ministère, a ses prérogatives. Et du côté du MINAS également, il y a d'autres prérogatives avec, entre autres, la réinsertion sociale qu'on retrouve également au MINPROF. La question qu'on peut donc se poser, c'est quelle est la différence entre ces deux ministères-là? Pourquoi on les sépare, étant entendu que le MINAS s'occupe de la famille et que la femme fait partie de la famille. Les enfants également font partie de la famille. Donc là, on a visiblement deux ministères. Ça fait deux budgets qui ne sont pas justifiés parce que sur le terrain, on ne les voit pas. La preuve, on a toujours des enfants dans la rue, on a toujours des femmes qui se font battre, on a toujours des enfants violés. Donc,
elles ne justifient pas le budget. Je veux dire, les deux femmes à la tête de ces ministères ne justifient pas les budgets qu'elles ont chaque année et il n'y a pas d'activité. À côté de ça, je m'intéresse également, je me suis attardée sur le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, ce sont nos musées, nos archives nationales, ce sont le cinéma, l'art dramatique, même si le cinéma... Maintenant, le ministère du Tourisme est censé promouvoir ce secteur-là à travers les différentes activités, les sites à visiter. Comment donc dissocier ce ministère qui est censé ramener des touristes du lieu de tourisme? Comment on fait pour vendre? Donc, une personne devrait être à même de pouvoir vendre le produit fini déjà à des touristes. Donc, ça fait un autre ministère qui foutrement, d'abord que sur le terrain, on ne les voit pas, on ne voit pas comment est-ce qu'on promeut les quelques sites qu'on a ici au Cameroun, notamment, on a un condom, je crois c'est un condom avec la petite pierre qui est la petite pierre qui porte la grosse pierre là. Oui, combien de personnes savent que ça existe? On ne voit même pas les activités, on ne voit pas la promotion de ces sites-là, même dans nos télévisions. Figurez-vous qu'à l'étranger, aujourd'hui, on nous fait découvrir chaque jour, par exemple en France, on vous fait découvrir les anciens châteaux, on vous fait découvrir des anciens palais. Et là-bas, ça fait des rentrées d'argent. Que fait donc le ministère du Tourisme? Que fait le ministère de la Culture pour l'art cinématographique, pour l'art dramatique? Moi, je ne savais même pas qu'on faisait l'art dramatique au Cameroun, puisque je n'ai jamais assisté à ça. Université Yaoundé. À l'université. Ça, c'est l'école. Et maintenant, sur le terrain, a-t-on déjà organisé un tel spectacle pour inviter même d'abord les Camerounais à aller regarder cela? Non. Donc, avec une quarantaine de ministères, ça fait 40 budgets, ça fait énormément d'argent qui ne sont même pas justifiés à la fin. Effectivement, ça nous interpelle sur la question du train de vie de l'État, avec 42 ministères quand même aujourd'hui. 42 ministères qui, semble-t-il, sont effectivement à revoir. On sait qu'il y a des pays comme au Sénégal où on a revu justement le nombre de ministères aujourd'hui. On a même revu les postes ministériels. Question de réduire drastiquement le budget de l'État. Est-ce que, Charlamagne Badjou, on n'a pas le sentiment que ces ministères sont inutiles, créés bien sûr pour servir le renouveau? Qui veut remercier ses amis en fait à lui, pour ceux qui le soutiennent véritablement et qui au final n'apportent rien au Cameroun, rien même à l'évolution de notre nation? Le véritable problème, ce n'est pas les amis qu'on veut remercier. Le véritable problème, c'est complexifier davantage la question de la décentralisation. On est en train de la torpiller parce que quand vous essayez de regarder les ensembles des actions dans ces différents gouvernements, il y a trop d'incohérences, des embuscades, des conflits d'intérêts, des desseins inavoués entretenus par certains décideurs. Vous allez vous rendre compte que seulement la simple position des receveurs municipaux, ça va créer un état de pourrissement terrible. En dernier ressort qui va arbitrer le chef de l'État. Ouais, le Carrefour. C'est comme ça. On va pourrir, la situation va pourrir. Vous avez vu Yaoundé 6, vous avez vu Douala 7, ça va pourrir. Dans toutes les communes, ça va pourrir. Le ministre de la décentralisation va vouloir lever la tête, on va cogner. Le ministre des Finances va cogner. Alors, ça va créer des problèmes, ça va bugger. C'est comme ça qu'on se retrouve et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, ce sera, excusez-moi l'expression, divisé pour régner. Excusez-moi, il n'y aura pas de décentralisation. Vous savez que, et il est connu de tous, que les projets de loi acheminés au Parlement sont préalablement soumis au contrôle, à des contrôles multiples au niveau de la présidence. Vous êtes sans ignorer que ça commence à être pensé là. Après, on remet aux membres du gouvernement, parce que c'est le membre du gouvernement qui va siéger lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. C'est lui qui définit la priorité de traitement des différents dossiers et parfois même qui impose ce qui va passer et qui ne va pas passer. Donc vous vous rendez compte que si on a laissé, je prends le texte du 7 juillet 2020, si on l'a laissé passer, cela prouve qu'il y a eu une volonté pernicieuse d'embarrasser véritablement. Je tiens à vous préciser, et je pense que Jean-Paul Chouin ne m'en démentira pas, que les députés se sont plaints de ceci, que lorsqu'elle est arrivée sensiblement 4-5 jours. 5 jours avant, ils n'ont pas eu le temps de lire. On leur a dit, et ce n'est pas le seul texte. On leur a dit, voilà, c'est pas le seul texte. Non, on leur a dit, faites une lecture diagonale. Si on s'en tient à la dernière législature, justement, de juin dernier, ben écoutez, c'est pratiquement ce qui s'est passé. Plein de députés se plaignaient de ce qu'ils recevaient les textes à la veille même, justement, de certaines audiences.
Et c'est assez Là compliqué. maintenant, parce que vous avez des députés un peu plus éveillés, Voilà. autrefois ça ne se Donc, passait pas comme maintenant, ça. on vient, Voilà. on vous donne, on vous dit faites juste une lecture en diagonale, c'est pas compliqué. Vous avez même dit que vous avez quel problème dans vos histoires de carburant et tout. Bon, c'est une histoire qui est en train de se gérer. Vous voyez la personne, en dépit de tout, il est seul, il va se retrouver, il parcourt, il dit c'est bon, pourquoi on vient de retrouver des coquilles comme celle-là. Donc j'estime qu'à un moment donné, on nous donne une chose, on fait des effets d'annonce, oui, la décentralisation avancée, mais sur le terrain, on ne la vit pas, sur le terrain, on ne la sent pas, les mécanismes sont encore tenus. Il n'y a rien d'autre chose que ça, laisser la situation pourrie, donner l'impression d'une décentralisation, tout tenir en haut. On a pris le cas, je ne reviendrai pas, sur le MINAS et le MINPROF, on a pris le cas sur l'environnement et la faune et la forêt, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des blocages, des conflits de prérogatives. En dernier ressort, je vous dis que même le Premier ministre ne réussit pas à arbitrer, c'est le chef de l'État. Tous les courriers remontent encore vers le chef de l'État, tous les problèmes remontent encore vers le chef de l'État. La forte centralisation pour pouvoir traiter et définir les Et c'est justement la preuve aujourd'hui qu'au Cameroun, on est dans une hyper-centralisation et on parle en réalité de décentralisation. On aurait pu bien sûr l'avoir. Jean-Paul Chinière, vous voulez justement boucler ce sujet avec nous ce matin? Oui, je voudrais d'abord, Karine a dit un certain nombre de choses tout à l'heure, là, bon, il y a des choses qu'il faut repréciser. Le ministère de l'administration territoriale n'organise plus les élections. Je crois la dernière élection organisée par le ministère de l'administration territoriale relève à 2002. Parce qu'après, il y a eu ONEL 1, il y a eu ONEL 2 et il y a eu ELECAM. Donc, même si sur le plan de la forme, c'est ça. Donc, il faut déjà apporter cette précision-là. Donc, les missions du ministère de la décentralisation et les missions du ministère de l'administration territoriale sont bien définies et bien étanches. Le ministère de l'administration territoriale s'occupe de l'administration du territoire, ce que nous avons comme préfet, gouverneur, sous-préfet, tout ce qui concerne le commandement territorial. La décentralisation concerne les élus locaux. Donc, si ceci dit, je vais... il y a un téléspectateur qui nous fait remarquer qu'entre le ministère de la Faune et la Forêt et le développement, c'est tellement long que je ne sais pas, c'est MINEPDET, il n'y a aucun conflit, les prérogatives sont bien définies, on est d'accord. Ça, c'est sur les textes. Mais dans la pratique, sur le terrain, je ne veux même pas, je veux dire que dans la pratique, sur le terrain, il sait. Il sait, voilà, c'est voilà, grave. il sait. Ça rejoint justement ce que vous dites tout à l'heure. Voilà, il sait. Lorsqu'elle vous dit qu'on sait que c'est bien sûr le ministère de l'administration territoriale quand tu organise les élections. Non, on sait que dans les textes, effectivement, ne dites pas, ne dites pas dire que le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Non, elle ne le dit pas. Ce que ceux qui nous regardent. Peut-être vous voulez dire que les sous-préfets jouent un rôle très important. C'est l'administration territoriale. J'ai pris un exemple ici récemment. créé pour ça. J'ai pris un exemple ici récemment. Permettez Jean-Paul Chiniat. J'ai eu la chance justement d'aller couvrir un événement, je dis encore à Douala, je crois que c'est Douala 3e. Donc pas si là-bas, c'est Douala 3e, non? Douala 3e, effectivement. Le nouveau sous-préfet qui est là, de l'arrondissement, dès son arrivée, il fallait faire une tournée, etc. On a fait des tournées à la veille des élections municipales. Il est vivant. Les images sont encore là dans la banque des données. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous disait justement, ne votez pas tel, faites ceci. Il était en campagne. Oui. Et justement, il prépare les gens à une organisation des élections. Est-ce que c'est son travail? Parce qu'en réalité, l'ELECAM était censé sur le terrain pour faire ce travail de sensibilisation, d'amener les gens à s'inscrire sur les électorales, etc. Vous voyez un peu ce qu'elle veut dire. Donc, en fait, le but de ma pensée, c'était de montrer qu'il y a des ministères concrets pour qu'ils marchent sur les autres. Voilà. Justement. C'était ça le but. C'est une réalité, Jean-Paul. Oui, non, je ne discute pas, mais je dis simplement que quand on laisse passer en disant que le MINAT organise les élections, on va nous prendre ici comme des gens qui ne savent pas qu'il y a une structure officielle qui organise les élections. C'est ce que je veux. Qui est l'ELECAM. Oui, c'est ce que je vais apporter. Oui, la précision en vaut la peine. Donc, sur le sujet dont vous avez évoqué tout à l'heure, que les ministères se marchent sur les pieds, l'éclatement des ministères n'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense même que l'éclatement des ministères permet une meilleure efficacité dans l'action, c'est-à-dire... Aurait pu permettre. Non, je suis dans la forme. Je n'ai pas dit que c'est ce qui se fait. Je dis bien dans la forme. L'éclatement d'un ministère
ou l'éclatement d'une administration, c'est pour plus de célérité et d'efficacité. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, sur le terrain, quand on regarde les raisons qui ont amené à l'éclatement de ces ministères, on n'est pas toujours sûr que c'est pour des raisons d'efficacité et des raisons d'efficacité dans le terrain. Sur le terrain, je prends un ministère, faune et la forêt. Jusque-là, c'est le ministère de la faune et de la forêt qui a assuré toutes ces missions avec l'environnement et tout et tout. Encore que le ministère de la faune et la forêt et la faune relèvent ça constitue même l'essentiel de l'environnement. Alors, vous donnez un secteur à un autre ministère de gérer, et puis vous estimez que ce ministère n'est pas capable de gérer l'environnement. Non. Donc, je pense qu'en associant tout cela, je ne pense pas qu'on a créé ce ministère parce qu'on avait constaté que non, entre assumer l'environnement, préserver l'environnement et gérer les forêts, il y avait un problème. Je ne pense pas que c'était ça. Donc, ça rejoint quoi? Ça rejoint que l'une des finalités de création, d'éclatement de certains ministères, comme vous l'avez dit, il faut récompenser certains militants du RDPC qui ont mouillé le maillot. Parce qu'on a une quarantaine de ministères titulaires. Et il y a les ministres délégués. On se retrouve pratiquement à une soixantaine de ministres et assimilés. Donc, c'est ce côté-là qui permet qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui permet de dire que les gens ont considéré les postes qu'on leur a donnés comme des récompenses. Et c'est bien dommage. Jean-Paul Chignat, merci à vous. Karine Santia, la lecture des messages de nos nombreux téléspectateurs ce matin. Le mariage, c'est la complémentarité. Un couple se soutient mutuellement et se supporte. À la mairie, on signe bien commun. Arrivé à la maison, le bien de l'homme reste commun et pas pour la femme. Le mariage est une institution divine. Encourageons celles qui veulent se marier et observons celles qui pensent que le mariage ne vaut rien. La fille doit comprendre qu'il n'y a pas d'homme taillé selon son imagination, mais il y a un homme qu'elle doit supporter. C'est elle le problème, qu'elle se pose les bonnes questions. Ça, c'est hors sujet parce qu'il n'est pas question de mariage. La jeune femme n'était pas avec un mari à qui elle devait donner de l'argent. Donc, c'est simplement son gars qu'elle a entretenu pendant 1 an et demi. Elle l'entretenait pourquoi? Parce qu'il n'avait rien. Et celui-là, la personne raconte ne lui a jamais rien donné, même pas 1 franc. Elle l'a mentionné. Oui, mais elle l'entretenait pourquoi? Je pense que cette femme se vend moins cher face aux hommes qui l'abordent. De plus, elle entretient ces hommes. Toute femme qui entretient un homme ou qui fait comprendre à un homme qu'elle est dans le besoin de l'amour, tous l'utiliseront et finiront par partir après l'avoir exploité. Oui. Que cette femme se ressaisisse et se maîtrise face aux hommes, qu'elle ne montre plus ses faiblesses. Grâce Piam depuis Bafoussam. Je n'ai pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Le don est léger pour celui qui donne et précieux pour celui qui reçoit. Il n'est pas venu dans votre poche soutirer, prélever. C'est vous qui avez décidé de lui faire un don. Non, permettez. C'est vous qui avez décidé de lui faire un don. Elle va expliquer pourquoi certaines femmes sont chiches. Oui, vous sont des femmes sont chiches. Moi, je ne pense pas, monsieur Michel Gachou, que vous entretenez des rapports. Vous savez, il y a des femmes qui vont vous faire des cadeaux juste parce que vous savez les écouter. Il y a aussi des femmes qui savent donner. Vous avez des femmes que de toute leur vie, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit ton problème, c'est quoi? Elle parle pendant 2 heures. Juste ça, la femme d'Anto. Vous avez des femmes qui n'ont jamais connu le vrai riz, le vrai fruit. Elle rencontre quelqu'un. Elle achète maintenant le fruit. Oui, elle n'achète pas. Elle entretient. On dit la même chose. C'est un gigolo. C'est tout. Non, mais écoutez, si à chaque... le gigolo, justement, une définition quand même de Nicolas. Oui, gigolo, c'est un homme. Il faudrait désormais qu'une femme ne donne plus rien à un homme pour qu'on sache qu'un homme n'est pas gigolo. Un homme ne doit pas rester avec vous parce que vous lui donnez de l'argent, parce que vous payez son loyer. Il a forcé pour être avec vous. Est-ce qu'il a forcé pour être avec vous? Quand il faut que la femme donne, non, c'est une bonne femme. Ce sont les femmes bien. Il y a des messages. C'est comme on dit un peu à l'église. Comme ils ont une autre expression qu'ils utilisent à l'église. Parce que nous, on ne vit que de cette affaire. Non, vous utilisez à l'église. Qui? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, sa femme. On dit ça. Vous êtes d'accord avec moi? Après, ils vont plus loin. Ils disent que
Le seul commandement que Jésus a donné, c'est tu aimeras ton prochain comme Toi-même. je suis pas pour toi. Tu n'es pas Ton son prochain. prochain. Tu n'es Il pas n'est son pas pour toi, prochain. ton prochain. Du coup, Pourquoi il on a dit t'achète. tes prochains? Du coup, il t'achète. La Bible n'a pas dit tes Mais prochains. le message Karine Santia. Du coup, t'achètes l'amour. Il fallait lire la Bible. Karine Santia, lisez le message. On ne donne pas parce qu'on aime aussi, Oui, hein, on donne parce qu'on a lisez-le. pitié. Lisez le message Karine Là, Santia. vous je vous en défendez prie. votre chapelle. Voilà. Oui, c'est ce que je fais. Allons-y dans Vous l'étude aussi, des vous messages voyez Karine, je vous-même. vous en prie. L'homme prend la femme selon l'image qu'elle lui présente. Je pense à qu'elle fait. en demande trop. Et ce n'est pas en subventionnant qu'on pense qu'on aime assez. Einstein disait le travail à 99% et la chance à 1%. Donc, elle devrait regarder quelques détails qu'elle néglige. Ne pas trop montrer son intérêt pour quelqu'un dans la vie. Alexandre Teffeux qui nous a écrit ce message ce matin. On va continuer à lire les messages. Alors, et si le maire dénonçait le receveur municipal, quitte à ne pas être réélu, ce serait déjà une forme de courage, à moins que le maire ne sache pas quoi faire après son mandat. Non, mais Tous les receveurs municipaux. Yoki Onana, justement, à Yaoundé, ces jours-ci sur les antennes des clients télévision, on a regardé le reportage qui a été fait par Marcelin Gansop après la grogne qu'il y a eu à la mairie de Yaoundé, 6e, effectivement. Le maire a accepté justement de s'expliquer devant les caméras des clients télévision où il a dit exactement se poser le problème au niveau du receveur municipal. Et il a dit effectivement quelles étaient les attentes de la mairie et le nouveau receveur municipal n'est pas encore là, c'est toujours fermé là-bas. Donc il faut N'oubliez pas soyons aussi sérieux. que Donc on ne le va pas dire qu'il n'a rien fait, qu'il ne fait rien, qu'il ne fait rien. Je pense que peut-être qu'à l'avenir, il faudrait que les recettes que la mairie génère, vraiment que la commune ait son receveur municipal. Hein. Et là, les fonds qui viennent de Yaoundé, qui viennent du ministère des Finances, qui est un receveur municipal. Parce que je vous dis, à un moment donné, rappelez-vous, à une époque, il y avait des maires, passez-moi le mot, des maires qui ne comprenaient rien à la gestion municipale. Et du coup, il devient le larbin du receveur municipal. Vous avez de la peine à croire que c'est un maire que vous avez élu. Donc, il renverse carrément les rôles. C'est lui qui est le tout-puissant à la mairie. Donc, vous voyez, c'est un peu... Alors, à 30 ans, selon moi, une femme n'est plus assez crédible car elle accepte parfois sur le coup de la pression et du coup, à la maison, c'est un scandale total. Dallas Brice Roland qui écrit. J'ai un problème avec ça. Qui établit les normes? Ah, Crédible, vous avez aussi selon établi les qui? nombres de gigolos tout à l'heure parce que Crédible, oui, un homme entretenu, vous c'est avez un établi, gigolo. vous voulez pas qu'on établisse Crédible aussi. selon qui? Il y a des femmes, Karine l'a mentionné, qui se marient à 50 ans. Non, Qui a 30 dit ans, que... c'est vieille. Ah, Vous êtes vieille. À 30 ans. Franchement, je c'est vous- des je manteaux, vous vous laisse êtes Ça, vieille. c'est faux. vous voulez Pardon. donc Ça, jeter c'est faux, les je ne enfants des partagerai gens jamais dans des cet avis. maisons des hommes Je comme ne ça? partagerai jamais cet Ils font avis. pas un mariage, Les gens c'est vivent avec marié. les enfants des 20 ans. gens plus de 20 ans. Ils ont rencontré la fille à 18 ans. Ils vivent avec elle 20 ans. Quand la fille commence déjà à avoir un peu des rides et tout, on trouve qu'elle n'est même plus assez bien et assez fraîche, on l'abandonne. Maintenant, on veut nous faire croire qu'à 30 ans, on est vieille. À 30 ans, on est capable d'épouser qui on veut. J'ai dit, avoir C'est le la choix. femme qui Arrêtez décide. de vous mettre les Je voudrais- barrières je dans la voudrais- tête. Je voudrais justement, Karine Arrêtez de vous Santia, mettre les barrières dans à la la suite de tête. votre idée, Karine Santia, je voudrais peut-être dire que nous, on sait que lorsqu'on fait ses enfants tôt, on grandit avec ses enfants. Du moins, lorsqu'on se marie, je veux dire, on se marie, on fait ses enfants tôt, on grandit ses enfants, on a toute la force nécessaire pour pouvoir leur donner une très bonne éducation. Oui. Grandir ses enfants et mourir, c'est-à-dire que, et être enterré dignement par ses enfants. Mais La lorsque vous dignité avez quand 30 même, ans, c'est là. permettez, lorsque vous avez 30 ans, il y en a qui ont 30 ans qui n'ont pas d'enfants, vous savez ça. Il y en a qui ont Qui ont 30 ans 40 ans et qui n'en ont pas. ben, on est dans la Vendredi ménopause quand dernier. même. On est dans la ménopause. Non, pas de la ménopause là. On sait, hier on le disait encore sur ce plateau, lorsqu'on fait quand même un mariage, c'est qu'on estime qu'à la fin, bien, l'aboutissement de votre amour, de votre union, c'est de faire des enfants. Alors, lorsque vous avez 40 ans, on vous dit qu'au Cameroun, l'espérance de vie de l'homme c'est 45 ans. 45 ans. La femme c'est 55 ans. Alors vous qui êtes à 55 ans, vous allez mourir dans l'espérance. Permettez, faudra permettez. retirer les élèves dans le lycée pour les marier rapidement, hein, Karine, pour qu'elles se marient ne débat très pas à ce vite. niveau. Essayons de nous comprendre. Lorsque vous avez 55 ans et que vous avez eu votre enfant à 35 ans, je dis n'importe quoi, à 55 ans, vous aurez quel âge? Votre enfant aurait eu quel âge? Qu'est-ce que vous aurez donné? Vous ne l'aurez même Non, pas vous aurez des cité. enfants, Vous vous dites aurez le un enfant, contraire. vous n'en aurez Mais pas. qu'est-ce que vous aurez donné comme valeur, comme éducation, comme... À cet enfant. Qu'est-ce que vous aurez donné Quand une véritablement? femme qui n'arrive pas à faire Malheureusement. des enfants Permettez. pendant Et pour longtemps finir, et et pour qui finir. réussit à en faire à 55 ans, vous voulez quoi? et pour On ferme finir, alors le crasser.
Pardon? Monsieur Ah non, Michel faut pas, Ngatou, faut Michel pas, Ngatou, non. moi je Ça, pense moi, que ne tient pas. Michel Ngatou, pour rejoindre Charles Hamel, nous sommes des bantous. L'enfant, il n'y a personne ici qui se lève ou alors en grandissant sait que j'aurai des enfants avec exactitude et à un moment où vous êtes... Il y a aussi des hommes qui sont stériles, hein, donc ne faites pas comme si... ça, Parce que quand... c'est vrai. Donc il y a des femmes, il faut écouter beaucoup de femmes ici dehors, il y a des femmes qui ont des problèmes, un nombre impressionnant de problèmes. Vous la voyez à 30 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. Oui, c'est pas parce qu'elle ne veut pas. Donc, il y a ces situations. Et puis, tenez aussi compte du contexte. On n'est plus à l'époque où... c'est là où moi, je suis un peu pour la modernité. À l'époque, nos mamans à 20 ans, parfois 25 ans, avaient déjà 16 ans. avaient déjà 4 ou 5 enfants. Est-ce que c'est encore possible dans le contexte d'aujourd'hui? Oui, c'est possible. Non. Elle se marie à 15 ans. Bon, monsieur Ngatou. Enlevez vos enfants dans s'il vous les plaît, écoles monsieur Ngatou, et mettez-les dans les je ne mariages. veux pas, je préfère vous retourner Elle la a 15 question. ans. Permettez, Permettez. Je préfère, permettez Carlisson et Charles Hamel. je préfère retourner la question à monsieur Ngatou là-dessus. Si vous, à votre âge, je suppose que vous avez plus de la trentaine, nos papas, à votre âge, avaient déjà au moins une dizaine d'enfants. Est-ce que si vous, Et que vous avez 3. est-ce que si vous, aujourd'hui, vous avez 10 enfants et les parents J'en ai assument 14. leurs responsabilités, est-ce que vous, aujourd'hui, si vous avez 10 J'en ai enfants, 14. vous êtes capable... Oui, peut-être vous assumez les responsabilités. J'en ai 14. Est-ce que vous êtes Il me la capable pose la d'assumer les responsabilités de ces 10 enfants, les envoyer à l'école, les nourrir et... Vraiment, soyez franc dans votre Payer le réponse. loyer. Soyez franc dans votre réponse. Non, vous Merci, s'il savez. vous plaît. Soyez franc dans votre Monsieur- réponse, Michel Ngatou. Mais attends, vous posez la question. Oui, je pose une question. Je n'ai pas le droit de poser, mais je Non, vous la en pose. réalité, les Camerounais comme nous qui nous regardent en même temps qui ont des réponses à ça. Qu'est-ce qu'ils disent Ah bon, justement c'est les Camerounais qui regardent qui doivent Non, répondre. écoutez, puisque nous parlons c'est pas vous Mais qui tout à l'heure, vous parlez. étiez Nous en train parlons de dire que quand Camerounais. on a un certain âge, il faut se marier. nous parlons, Non. nous nous adressons, Là-bas, c'était pas les nous adressons Camerounais. aux téléspectateurs qui nous regardent. Vous faites croire et aux nous femmes disons, que le et nous disons mariage est ceci. tout. Et nous disons ceci, lorsqu'une femme Pas se de marie mariage tôt, à tout prix. lorsqu'une femme se marie tôt et fait ses enfants tôt, Oui. c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Lorsqu'un homme se marie tôt et fait ses enfants tôt, C'est l'idéal. important. Alors lorsqu'une femme a 30 ans, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se marier, on est d'accord. Mais il est toujours important. Non, moi, c'est qu'elle est vieille. Non, j'ai Elle pas peut dit se que- marier comme elle vieille. ne On n'a peut pas pas dit se qu'elle est marier. Lorsqu'elle a 30 ans, la question première qui se pose est est-ce que j'aurai un enfant à 30 ans? Est-ce que je n'aurai pas de complications après? Est-ce que Est-ce que j'ai de quoi manger d'abord? L'enfant là va venir manger nourriture, quoi c'est pas un ensuite? problème, Dominique Vous faites Audrey. des Ça, c'est enfants pour démarrer un l'occidentalisation, champ, non, justement. mais vous en C'est occupez. l'occidentalisation. Monsieur Michel Ngatou, le principe, assumez. le principe Le Bantou dit d'entrepreneuriat. que l'enfant... Mariez vos filles à Le 15 ans. principe d'entrepreneuriat qu'on vient imposer aujourd'hui aux Africains, je trouve les Africains qui me parlent de l'entrepreneuriat stupides. Ils sont très stupides. C'est Ceux ça. qui viennent aujourd'hui me parler de l'entrepreneuriat. J'avais 11 ans, monsieur Michel Ngatou, que mon père m'avait acheté et mis à ma disposition des poulets, des lapins et des cabrits. Vous étiez quoi? vieux à 11 ans, monsieur Bachou. Non, arrêtez Non, quand c'est même. vrai. Comment à 11 ans? À 11 ans? Mais Ils ont 11 ans, attendez. on a mis à ma Qu'est-ce qui vous dit disposition. que l'été dit à 11 Moi, ans? j'ai commencé à faire le commerce à 7 ans. On a Mais dit, écoutez, 7 ans. 7 ans, on a poussé vos parents. oui. Pour Travaux forcés. Non, mais écoutez, Monsieur Michel permettez, Ngatou, vous avez un contexte familial, non? à 11 ans, Son contexte, il ne peut pas Effectivement, mélanger, mais il c'est parle de son son contexte. Mais à- c'était dans de le- l'entrepreneuriat, monsieur Bachou. Ah, Pourquoi c'est ça. aujourd'hui, Alors, quand on le dit- fait, c'est mauvais? Et chutez, on a donc. mis à ma disposition des Des chefs, poulets, oui. des poulets que j'élevais. Et après plusieurs portées, j'avais des gens avec qui je discutais qui Ouais. me disaient il faut vendre. Mais aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou, j'ai plus de 90 chèvres au village. Oui, j'ai grandi avec ça. C'est pareil comme aujourd'hui les musulmans, dès qu'un enfant naît, on achète deux vaches Oui. avec un veau. Voilà comment c'est l'entrepreneuriat. Qu'on vient dire aujourd'hui sur un plateau de télévision qu'il faut que dans l'entrepreneuriat, l'homme ne doit pas faire et accoucher des enfants, c'est un danger. Non, apprenez et enseignez à vos enfants. Si elle avait été préparée aux règles du Chacun mariage. a un idéal de vie pour Merci ses beaucoup. enfants. Merci Chacun a beaucoup. un idéal de vie C'est pour pas Merci pareil. beaucoup, merci à Ça, vous. il faut pas arriver plus Merci haut à que vous. son- Merci à vous. Allez, la revue des réseaux sociaux rapidement. Carlisson Tia, la revue Dans des le réseaux cadre de la sociaux. revue des réseaux sociaux, ce matin, on s'intéresse à la nouvelle mesure prise par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui a décidé hier que désormais, dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour obtenir ou encore pour entrer en possession d'une hache, machette et fer à béton, vous deviez soit déposer une demande d'autorisation pour s'en acquérir, ou alors soit aller déclarer toutes les machettes et autres que vous avez chez vous. Parce que vous voyez que
le but, c'est quoi? C'est de limiter ces crimes que nous avons vus dans ces localités-là ces derniers jours, avec les assassinats qui sont dans lesquels ces matériaux, ces armes blanches-là sont utilisées. On a le cas de Florence Ayafor, on a le cas de Madame Tamasson qui a été assassinée récemment. Et sur la toile, les Camerounais disent que désormais, ils vont écrire Monsieur le ministre, Excellence Monsieur le ministre, je viens auprès de vous demander l'autorisation de m'acheter une machette. Monsieur le ministre, est-ce que je peux venir déclarer ma machette à la sous-préfecture? Et certains disent que si les sous-préfets ont déserté, comment est-ce qu'on fera dans ce cas? Charles Hamel, qu'est-ce que ça vous inspire cette sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji? Moi, je pense que je peux me permettre, parce qu'il y a plusieurs interrogations. Qu'est-ce qui a poussé le ministre à prendre une telle décision à l'encontre des populations d'une zone où une région purement agricole, et on est sans savoir que le nord-ouest à lui seul représente 70% de la production. C'est un grand bassin de production, il représente 70% en termes de production de café arabica, et que le sud-ouest lui-même est à 45, représente 45%. Donc les populations dans ces zones sont foncièrement agricoles, elles sont dans les champs. Il a vu uniquement les machettes, mais on va lui dire il y a des trucs qu'on utilise pour les panneaux. Je suis des grosses haches pour couper les feuilles, ceux qui font dans les palmeraies, ceux qui font dans les bananeraies. Il y a plusieurs, il y a des instruments encore plus dangereux. Il y a des forgerons dans le coin. Oui, il y a des encore plus dangereux. Dire aujourd'hui qu'on arrête de la commercialisation des outils, je parle tout simplement à base de fer, c'est dire que on demande aux populations de ne plus aller au champ, parce que l'on se rend compte que dans plusieurs zones, les sous-préfets et préfets ont fui. Certains viennent le matin, parfois ils viennent à 10h, ils font 30-45 minutes, ici une acte de présence, ils changent, ils ne sont pas là, ils sont dans des zones hautement sécurisées, hautement militarisées, le cas de Bamenda. Comment les populations vont-elles faire? Quitter la zone de Fundong, quitter dans le Boyo, quitter Djakiri, pour venir faire signer un document auprès de l'autorité administrative, quand on sait à un moment donné que ces autorités ne sont même pas accessibles. On a demandé, en termes de justification, de mettre à disposition les cartes nationales d'identité. On a l'épineux problème de la carte nationale d'identité où les gens ne parviennent pas à rentrer en possession. Et je vais vous dire que lorsque vous arrivez avec une carte d'identité coupée, là on a coupé le drapeau, on ne vous reçoit pas parce qu'on estime que vous êtes dans l'autre camp. Or, c'est sans ignorer que c'est là où vous vivez. Avant d'arriver à rencontrer le préfet, vous traversez des barrières et des barrières, des embarras. Donc vous voyez que ça complexifie davantage la situation, et au goût du jour, ça va faire en sorte que si jamais, au cours d'une perquisition, on entre chez vous, on trouve une machette qui vous sert peut-être à vous protéger, on va devoir vous accuser, vous taxer, entre guillemets, d'être un embarras. Alors, est-ce que justement la sortie de Paul Atanga-Ndji, la décision de Paul Atanga-Ndji, Dominique Audrey aujourd'hui, en parlant des machettes et des couteaux, je veux dire des machettes, des haches et du fer à béton, est-ce que ce n'est pas de nature à distraire un tout petit peu les Camerounais sur les vrais problèmes même de ces résolutions de la crise anglophone? Exactement. Exactement. Et on ne devrait même pas en parler. Ça ne devrait même pas être relayé parce que c'est tellement incongru. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Pourquoi est-ce que M. Ndji Atanga ne s'est pas prononcé par rapport à la situation d'ACAC 1 avec Madame le chef, Madame la chef? Le sous-préfet l'avait déjà fait, c'est quand même... Non, mais attendez, c'est le chef, non? Pourquoi il ne s'est pas prononcé avec les gens qui étaient sous les roues du KTPR pour rappeler à l'ordre ou bien trancher dans cette histoire? Pourquoi il ne parle pas là-bas? Pourquoi? Quel est l'intérêt de parler des machettes aujourd'hui dans cette zone-là? On va demander... Bon, ça veut dire qu'on va avoir maintenant l'autorisation de port de machettes. En réalité, c'est justement... Est-ce que les machettes ont un numéro de série? C'est fabriqué où? Ça vient d'où? Comment on fait pour répertorier? Et voilà, les machettes, en principe, pour pouvoir avoir un listing réel, parce que après, même si on décide, c'est possible de le faire, il y a, comme M. Bachoua a dit, des gens qu'on pourrait trouver avec des machettes qui n'ont pas été identifiés, qui seront accusés à tort. Est-ce que la population qui est censée déclarer les machettes, fer à béton et tout ce que vous voulez là est recensée? Je vous dis, lorsque vous allez dans nos villages, toutes les maisons ont des machettes. Ici à Douala, 90% des maisons ont des machettes. Qui n'a pas de machette? On fait comment donc une sans machette? On met une sur l'oreille, une derrière la porte centrale, une derrière la cuisine. On cache à tous les endroits des machettes.
Est-ce que vous savez ce qui va vous guetter la nuit? Très bien. Dominique Audrey? Oui, je pense que c'est impossible d'abord parce qu'on n'a pas un listing complet. Il n'y a pas le recensement de la population restante dans ces 2 localités-là aujourd'hui pour savoir qu'effectivement, il y a tel nombre de personnes qui sont venues et tel autre ne sont pas venues. Ok, si on doit déclarer, après on fait quoi? Si je voyage de Yaoundé pour là-bas et que je ramène une machette, comment on fera pour savoir? On va commencer à fouiller maintenant dans les Très bien. Jean-Paul Chouniat, qu'est-ce qu'on comprend par cette sortie télévision à Tanganji? Non, le ministre est dans son rôle. Hein. Quand il juge, il apprécie, et certainement avec la décapitation de Mouyouka. De Mouyouka, confort Amazon. Oui, ça fait réfléchir. Pourquoi pas les armes à feu? Ça fait réfléchir le ministre. Mais simplement, même si tout le monde semble condamner cette mesure du ministre de l'administration territoriale. Mais ce que moi je trouve intéressant dedans quand même, quelqu'un qui vient pour acheter peut-être 200 machettes, vous voyez, c'est quand même suspect. Une plantation. Oui, non, mais je dis ceci, un particulier anonyme qui vient acheter, oui, si vous avez une plantation qui requiert 200 machettes, 300 machettes. Oui. Mais c'est ce que la note du ministre dit, que vous devez pouvoir justifier. On doit pouvoir savoir que ces machettes qui sont achetées, il y a un but précis, tout comme il a parlé du cas de... Monsieur Jean-Paul Chouniat, vous avez une concession de votre père au village, vous avez les documents sur la concession de votre père. Si vous avez une plantation, vous allez justifier comment? Est-ce que pour vérifier, il faut forcément les documents? Est-ce que pour vérifier, il faut forcément... L'administration est écrite. Non, mais je vous dis, mais l'administration est écrite. Quand il y a des problèmes, des litiges fonciers... Elle descend sur le terrain. Non, quand il y a des litiges fonciers entre 2 cultivateurs, même si la plantation se trouve à 100 km de la ville, et que ces plantations n'ont pas un titre foncier, ces plantations n'ont pas un document qui atteste. Je suis fils de planteur, c'est pour ça que je vous... Donc j'ai vu des cas où il y a une descente sur le terrain. Donc on sait très bien que cette plantation appartient à tel. Quand vous arrivez dans une zone, vous voulez acheter une plantation, vous vous renseignez aux voisins. Donc je ne condamne pas, je ne peux pas condamner la décision du ministre, même si la mise en pratique va poser problème, justement parce qu'il y aura certains administrateurs civils qui vont un peu exagérer. Donc un planteur, un cultivateur qui vient acheter une machette anonyme, on va peut-être lui poser trop de questions. Donc il y a toujours des exagérations dans de pareils sujets. Mais je dis, si vous venez pour prendre Karine, parce que concernant le fer à béton, voyez-vous les armes de fabrication artisanale, on utilise des bouts de fer à béton qu'on a sectionnés, et c'est ça qu'on projette, quand c'est mis en explosif, c'est ça qui explose et vous tombe à la figure. Donc on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas rester sans prendre une mesure conservatoire, ne serait-ce que pour... Jean-Paul Chouniat, nous avons eu 5 cas à Yaoundé. Pourquoi on n'a pas pris cette mesure à Yaoundé? Le dernier cas en date, ça fait pas longtemps. Le week-end, pourquoi on n'a pas pris cette mesure? Très intéressant, Charles Mbachou. Vous savez quel arsenal l'armée saisit régulièrement dans cette partie du pays? Donc, je ne dis pas, même si la mesure du ministre, on peut la trouver exagérée, mais c'est une mesure conservatoire. À part faire. Oui, c'est une mesure conservatoire. Là, au moins, ça va limiter les achats. Quelqu'un va venir, veut prendre 4 tonnes de fer. Non, il faudrait qu'on comprenne où ça part. C'est aussi important. Vous savez aussi qu'une telle décision va provoquer une spéculation entre minuit et 6 heures. Vous allez vous rendre compte que tous les stocks ont déjà été achetés. C'est ce que nous déplorons. C'est ce qu'on déplore. Merci à vous. Merci Jean-Paul Chouniat. Merci Charles Mbachou, Dominique Audrey et Karine Santia. Nous allons marquer une légère pause et nous irons bien sûr saluer ce matin, comme tous les jours, Constille Lamine qui est avec nous et il vient déjà nous parler effectivement ce matin des languettes. Constille Lamine est avec nous dans un instant. Alors, merci donc Michel Ngachou, merci à tous nos nombreux téléspectateurs. Bien entendu, une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous. Alors, nous parlons donc ce matin des languettes médicales, ces languettes qui vous permettent, chers téléspectateurs, d'avoir une plante de pied de très bonne qualité, ces languettes qui vous permettent de sourire au maximum. Vous les avez donc du côté du magasin 1001 tapis en ce moment à 6500 francs pour ce qui est des languettes médicales, du côté bien sûr du magasin 1001
tapis. Ces languettes ont pour rôle principal de pouvoir éliminer au fur et à mesure les douleurs au niveau de la plante des pieds. Oui, c'est important, chers téléspectateurs. Nous recevons de plus en plus des Camerounais, des étrangers qui ont le problème des douleurs à la plante des pieds. Ils nous disent tout le temps, Constylamine, j'ai du mal à marcher. Constylamine, j'ai du mal à soulever mon pied. Constylamine, j'ai même du mal à dormir. Ah ben oui, parce que vous avez des problèmes à la plante des pieds. Et je rappelle également que la douleur à la plante des pieds peut également causer les douleurs au niveau des cuisses, les douleurs au niveau du genou et même les douleurs au niveau du dos. Parce que c'est le pied qui nous porte. Tout part du pied. Alors si le pied a des problèmes, si la plante des pieds a des problèmes, le reste du corps aura sûrement des problèmes. Donc pour éviter les douleurs au niveau de la plante des pieds, je vous conseille bel et bien, chers téléspectateurs, de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre languette médicale. Regardez bien sûr le spot, les images montrent tout. Les images essayent de montrer les avantages, l'utilisation et bien entendu tout ce qu'il y a comme bienfait de la languette médicale. N'attendez pas la fin du stock, ne soyez pas parmi les derniers. C'est maintenant qu'il faudrait venir au magasin 1001 tapis et acheter sa languette médicale au prix de 6500 francs. Je dis bien 6500 francs la paire de languettes. Je n'ai pas dit une languette, j'ai dit deux languettes à 6500 francs, le pied gauche et le pied droit. Vous mettez la languette à l'intérieur de votre chaussure. Ça peut être la tennis, la balerie, les Rangers, les chaussures de sécurité. C'est important de les utiliser. Alors, nous allons tout de suite rappeler le point de vente des languettes médicales. C'est bien entendu le magasin 1001 tapis. Ce magasin qui est situé en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, ouvert de lundi à samedi. Bien entendu, de 9h à 18h. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander une paire de languettes, nous avons un représentant à Yaoundé, M. Imeli Anthony, et nous livrons également dans toutes les autres villes du Cameroun et hors du Cameroun. Donc les téléspectateurs du Gabon, les téléspectateurs du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, ils n'ont pas besoin de se déplacer. À travers nos numéros de téléphone, vous nous appelez et nous vous donnons les modalités pour vous permettre d'acheter une paire de languettes au magasin 1001 tapis. C'est nouveau, c'est tout beau, c'est innovant et c'est tout simplement une languette médicale que nous vendons à 6500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Essayez, vous ne serez pas déçus parce qu'aujourd'hui, ils sont des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire en utilisant les languettes médicales vendues par le concept Salaka. Ça se vend comme les bouts de pain parce qu'ils ont testé, ils ont accepté, ils sont devenus aujourd'hui les ambassadeurs des languettes médicales vendues à 6500 francs. Et la grande particularité, c'est quoi? Il y a un modèle pour les femmes et un modèle pour les hommes. C'est également ça, la grande particularité des languettes médicales vendues à 6500 francs au magasin 1001 tapis. Merci Constylamine, on vous retrouve dans un instant et le temps bien évidemment de marquer cette transition. Karine Santia, vous avez bien sûr voulu nous parler d'un sujet qui nous importe ce matin. Oui, on s'intéresse au Mali aussi, qui a connu hier un autre coup d'État. Rappelons que le tout premier a eu lieu le 21 mars 2012. Et hier, Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné en direct de la télévision malienne sous pression populaire et militaire. Son discours s'est tenu dans un camp militaire où il avait été amené après avoir été arrêté par l'armée. Et puis au Cameroun, les questions se posent aussi sur les responsabilités de l'armée, le rôle que joue l'armée, notamment dans la protection des civils et aussi dans la libération du peuple. Et les images que vous voyez à l'instant, ce sont les actions citoyennes qui étaient sur des Maliens qui étaient sur le terrain, qui descendaient dans les rues pour réclamer le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et finalement, c'est cette nuit, autour de minuit, que le président lui-même a rendu un communiqué, a fait part justement de son sentiment à quitter le pays, de quitter justement le pouvoir après 7 ans. Et on va le dire, c'est hier en journée que la mutinerie a eu lieu. Le président Boubacar Ibeka, comme on l'appelle en fait, a été arrêté, y compris son premier ministre Boubou Cissé, conduit dans un camp militaire. Ils ont été
il a été obligé, tard dans la nuit justement, de faire entendre sa voix, mais surtout de laisser le peuple malien aujourd'hui choisir le destin qui lui va, le destin qui lui sied. On l'a très bien dit, qu'il y a une condamnation exempte justement aujourd'hui de la communauté internationale. On peut voir bien sûr l'image du colonel Dao, qui selon bien sûr certaines indiscrétions est le nouvel homme fort du Mali, et qui dit effectivement mettre en place un comité de transition pour permettre qu'il y ait de nouvelles élections au Mali et surtout revoir la constitution, et même le conseil constitutionnel doit être refait véritablement pour qu'on puisse revenir à un équilibre normal. Le pays est en mouvement et on le disait bien sûr à l'entrée de l'émission avec vous, madame, messieurs, le regard que l'on porte aujourd'hui au Mali, qu'est-ce qu'on va dire exactement de la Guinée-Conakry également en mouvement? Que pensera-t-on de la Côte d'Ivoire qui est également en mouvement depuis un petit moment? Les peuples africains peuvent-ils se lever aujourd'hui et revendiquer absolument leur indépendance, revendiquer leur autonomie, demander à gérer les choses par eux-mêmes, même si la CEDEAO est extrêmement opposée à cela? On va aussi dire que l'Union européenne, l'Union africaine s'y est opposée. Madame, messieurs, restons attentifs et restons vigilants. Merci Karine pour ce sujet. Allons revoir Consti-Lamine qui est là une fois de plus pour nous parler cette fois-ci du correcteur de posture. Consti-Lamine, rebonjour. Alors merci Michel Gachou, merci pour ton dynamisme, merci pour cette belle transition. Alors c'est un plaisir encore d'être là ce matin pour parler du correcteur de posture. Déjà bien des choses à la réalisation. Cette réalisation qui vous propose de très très belles images à l'instant du correcteur de posture. Alors chers téléspectateurs, nous restons toujours dans les solutions qui permettent d'éliminer les douleurs au corps. Après la plante des pieds, ah ben oui, place au dos. Ah ben oui, le dos là, le dos, notre dos est important. Il faudrait que ce dos soit en bonne forme. Et la solution qui permet à notre dos d'avoir une très très bonne forme, c'est bien entendu le correcteur de posture. Comme j'aime très bien le dire, correcta de posta. Yes, any man must get correcta de posta. N'attendez pas pour avoir mal au dos pour chercher un correcteur de posture. C'est maintenant qu'on devrait avoir un correcteur de posture. Pour dire tout simplement, vous avez votre languette à l'intérieur de votre chaussure et sur votre dos, vous avez un correcteur de posture. Est-ce que vous aurez encore des douleurs au corps? Non, parce que le correcteur de posture vient éliminer progressivement et d'une manière définitive les douleurs au niveau du dos. La languette médicale vient éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Quel bonheur! Oh là 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 là, quel plaisir de se sentir à l'aise, surtout quand on achète un correcteur de posture au concept Salaka. Alors, les avantages, je vous les rappelle, le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture, encore appelé correcta de posta, permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de prévenir le mal de dos, parce que n'attendez pas à avoir mal au dos pour chercher un correcteur de posture. Le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang. Voilà quelques avantages liés à l'utilisation régulière du correcteur de posture. Je rappelle qu'il est sans effet secondaire sur votre corps. Ce correcteur de posture de marque Lascor est disponible en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, disponible en plusieurs tailles. La taille X, la taille L, la taille M, la taille S, la taille XL et la taille standard. Toutes ces tailles sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun au prix unique de 10 000 francs. Le prix n'a pas changé. Le prix ne changera pas. Vous l'avez à 10 000 francs. Votre correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 10 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Un conseil, chers téléspectateurs, n'attendez pas la fin des promotions. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de la pommade contre les hémorroïdes parce que le stock, il est fini. Nous attendons le nouveau stock de la pommade des hémorroïdes. Et si nos produits se vendent comme les bouts de pain, c'est tout simplement parce que le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Quand ce n'est pas bon, nous ne vendons pas à Salaka. Si on décide de venir à Equinox Télévision, c'est pour présenter les produits de qualité et attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Donc, vous me regardez en ce moment, venez au magasin 1001 tapis, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion, venez acheter votre correcta de posta au prix de 10 000 francs seulement.
Merci Consti Lamine, merci à vous madame, messieurs, merci à ceux et celles qui ont pris la peine de nous regarder. Mais avant de partir, Jean-Paul Chignat, vous voulez quand même nous laisser un petit mot concernant le Mali? C'est important, non? Oui, c'est l'actualité. Depuis hier à 15h, nous suivons cette actualité. Il faut simplement indiquer que le Mali est un pays qui a une tradition de coup d'État. Là, pratiquement, on est, je crois, au 3e coup d'État. Le premier président Modibo Keïta avait été renversé en 68. Moussa Traoré avait pris le pouvoir, lui aussi à son tour. Il avait été renversé le 26 mars 1991 et évidemment renversé par Amadou Toumani Touré, mais qui ne s'était pas présenté. Il avait mis en place les institutions démocratiques. Ça avait permis à Alpha Omar Konaré de se présenter et il avait fait ses 2 mandats, il est parti. Cette fois-là, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, qui était déjà devenu général, avait pris sa retraite, s'était représenté donc et avait aussi été élu. Mais en 2012, avec les instabilités qu'il y avait dans le nord Mali, notamment la zone de Kidal, l'armée n'avait pas de moyens pour lutter efficacement contre la révolte des Touaregs au nord Mali. Et du coup, ça avait poussé les militaires qui critiquaient les hauts gradés d'avoir détourné les fonds alloués à la lutte, aux moyens de lutte contre ces différents mouvements extrémistes. Et du coup, le président... Notamment ACMI. Et c'est ce qui avait entraîné le renversement de Amadou Toumani Touré. Et puis, il y a eu le président Diakounda Traoré, qui était le président intérimaire. Il a mis en place des institutions organisées. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du Mali, qu'à chaque fois, il y a un comité national de quelque chose là, pour le salut du peuple et tout. Mais on se retrouve toujours dans la même situation. Bien déplorable pour l'Afrique. Merci beaucoup Jean-Paul Chignat, merci à vous également Charles Amembatou, Carisson et Dominique Audrey. Merci pour cette contribution de ce matin. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir pris du plaisir à nous regarder. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera bien évidemment 10h sur la même antenne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, le Cameroun, c'est notre terre.